Bon, je pense que là, on est en live, là. Ouais, Ok, bah, apparemment, excellent. ça a été lancé. Ouais. Ok, bah, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc là, ouais, on voit bien ici, déjà, on a zéro là. Donc voilà, on voit bien qui va se connecter là. Ok, c'est bon. Donc, bonsoir à tous. On attend que les gens se connectent. Pour l'instant, il y a zéro. Je vais voir en live là les gens qui vont se connecter. Le temps qu'on lance le. Toi, tu vois rien chez toi en fait. Non, Ouais, moi moi, je j'ai suis zéro là. invité, donc du coup, je vois pas les autres personnes, effectivement. Ouais. Voilà, dès qu'on a là, je vois qu'on a zéro. Dès qu'on a quelqu'un qui vient, je vais commencer. Voilà, il y a 9 personnes. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, on est en live avec notre expert en bourse, Antonin. Donc, merci aux premières personnes qui nous ont rejoints. Donc, le live, en fait, va durer environ 1h30. Donc, 1h30 pendant lesquelles Antonin va partager son expérience sur la bourse avec vous. Donc, le planning, en fait, pour cette séance, ce sera assez simple, hein. Donc, on va commencer par parler d'abord, c'est quoi la bourse? Donc, on vous dira à peu près qu'est-ce que c'est que la bourse, comment ça fonctionne. Après, on vous dira pourquoi investir en bourse. Donc, pourquoi il faut investir en bourse et comment est-ce que ça va se passer. Et après, on va vous parler de différentes stratégies d'investissement en bourse. Et aussi au niveau des plateformes d'investissement, quelle plateforme il faut choisir et pourquoi. Et on fera aussi un petit point sur peut-être l'investissement en bourse pour ceux qui vivent en Afrique. Et on va finir avec un point sur la bourse à l'heure du Covid. Donc, Antonin, qui est notre expert en bourse et un coach en investissement boursier, va pouvoir vous en parler. Donc, Antonin, je te laisse la parole. Tu peux y aller. Bah, bonsoir à tous et merci à toi, Franck, pour ton invitation. Donc, je suis investisseur et blogueur sur le site apprendre-à-investir.net. Donc, j'investis depuis 2015 sur les marchés financiers. Et du coup, j'accompagne les personnes qui souhaitent mettre en place leur portefeuille d'investissement. Voilà. Donc, je pense que Donc, tu as un Franck, tu blog, en voulais. fait. Ouais. Un blog. Ah, ok. Oui, exactement, c'est un blog, avec des articles, il y a aussi des vidéos et donc voilà, il y a pas mal de conseils qui permettent de faire ses premiers pas sur ce domaine-là, qu'est la bourse. Très bien. C'est un domaine qui intéresse la communauté. Donc, je pense qu'on va pouvoir en parler. Donc, je te laisse continuer avec le premier sujet. Oui, bah, au début, on va peut-être un petit peu présenter, ce que c'est la bourse de manière, globale. Je pense Oui, qu'il y a peut-être des personnes qui connaissent un petit peu, mais voilà, pour cadrer un petit peu, les choses et pour en parler dans un premier temps dans les grandes lignes. Donc la bourse, c'est quoi? C'est un grand marché sur lequel on peut acheter et vendre, différents, types de produits financiers. Et donc ces produits, ils ont une cotation. C'est-à-dire, c'est un prix et donc, la cotation, va fluctuer selon l'offre et la demande. Donc, par exemple, on peut prendre l'image d'un marché aux oranges sur lequel, on pourrait acheter et vendre des oranges. Donc il y aurait des acheteurs et des vendeurs et donc, comment fluctuerait le prix des oranges? Bien, par exemple, s'il y a un seul vendeur et beaucoup d'acheteurs, bien la demande serait difficile à satisfaire, donc ça ferait monter le prix des oranges. Et inversement, s'il y avait beaucoup de vendeurs d'oranges et peu d'acheteurs, dans ce cas, ça ferait baisser les prix. Donc voilà, on a un petit peu cette mécanique de l'offre et de la demande qui influe sur les prix. oui, Donc la bourse, c'est un grand marché qui est accessible aux particuliers et dans lequel on trouve beaucoup de produits financiers qu'on va pouvoir par la suite détailler un petit peu et donc qui est principalement régi par la loi de l'offre et de la demande. très bien, Et parfait. donc, ces produits financiers, on va les retrouver sur différentes, on appelle ça des places boursières. Donc il y en Mhm, a dans différents pays. Donc on a par exemple le NYSE aux États-Unis. Donc oui, NYSE, c'est un acronyme, hein, ça veut dire New York Stock Exchange. On a mhm. encore le LSE, le London Stock Exchange, la DB, Deutsche Börse ou encore Le CAC Euronext. 40 aussi. Alors Euronext, on entend souvent parler. Pourquoi? Parce que ça comprend plusieurs bourses, dont notamment la bourse de Paris, mais aussi celle de Lisbonne, Bruxelles et Amsterdam. Donc c'est un regroupement de différentes bourses sur la même plateforme. D'accord, Voilà, très bien. Et le CAC 40 aussi en France, hein, qui est plus connu par ceux qui vivent en France.
et certaines places boursières aussi en Afrique. On a quelques places, je pense, sur la place boursière, je crois que c'est à Libreville, et une autre à Johannesburg. Exactement, ouais. En Afrique, une place pour l'Afrique centrale, la zone CEMAC, une place pour la zone ouest africaine et une place pour la plus grande place, je pense, c'est à Johannesburg. Oui, c'est en Afrique du Sud, ouais. La principale place boursière africaine est à Johannesburg, en effet. Ouais. Très bien. Et comment la bourse, ça fonctionne en fait? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a quel type de produit, qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui n'est pas accessible? Comment est-ce qu'un quelqu'un qui vient de zéro peut dire, voilà, demain, je veux commencer en bourse? Qu'est-ce qu'il y a comme produit et comment est-ce que ça fonctionne en fait, en gros? Oui, bah, on va pouvoir détailler le type de produit. Je ne sais pas si tu voulais aussi qu'on revienne sur la raison pour laquelle il est intéressant d'investir en Bien bourse sûr. ou si on aborde ça sur le point suivant Bon, peut-être comme, vas-y, c'est bien. Je pense qu'il faut qu'on. ouais? Vas-y, c'est bien, oui. Mmh. D'accord. Donc, bah, déjà pourquoi investir en bourse et aussi, bah, ensuite comment pour répondre à ta question. Donc, bah, alors dans un premier temps, pourquoi investir en bourse? Donc, bah, ce qu'il faut savoir et ce qui est intéressant, c'est que la bourse monte à long terme. C'est-à-dire que si on prend le marché des actions, on peut observer qu'il monte de 9 à 10 par an. Donc ça, Mhm. on l'observe sur des décennies et des décennies, hein, c'est pas juste sur les 6 derniers mois et donc, bah, quand on a ce type de rendement, ça correspond pleinement, à l'objectif de faire travailler et de faire fructifier son argent. Donc de développer son patrimoine et bah, pourquoi pas avoir des objectifs comme mettre en place, sa sécurité financière. D'accord, très Donc la bien. bourse, automatiquement, la bourse, on la rattache souvent à la notion de risque. Oui. Pourquoi? Parce que si on regarde à long terme, la bourse, elle monte. Donc ça, c'est si on regarde la big picture, comment dire en anglais. Quand on Oui. regarde de très loin, ça monte. Par contre, si on va zoomer sur les cours et qu'on va se positionner sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes, bah là, on peut voir que ça va être beaucoup moins régulier. Et donc, parfois, ça va monter très fortement, mais aussi que parfois, ça peut aussi baisser, encore plus fortement que ça peut monter. Et dans ce Mhm. cas-là, on appelle ça des crises. Donc les D'accord. crises, alors on pourra y revenir tout à l'heure, avec le Covid, mais juste pour en dire un petit mot, les crises, elles font partie du jeu, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut admettre quand on veut investir en bourse, parce que Mhm. la bourse, c'est rattaché à l'économie, c'est pas quelque chose qui tourne dans le vide, hein, c'est pas un casino virtuel, c'est quelque Oui. chose qui est vraiment en lien avec notre économie et Mhm. donc bah, les crises font partie de l'économie et l'économie est cyclique par définition et Oui. donc bah, à partir du moment, où on va investir dans des actions, on sait que tous les 10 à 15 ans, comme c'est cyclique, bah, il va y avoir une crise qui va se présenter et donc bah, lors de ces crises, le marché, il peut éventuellement perdre entre 40 et 50 de sa valeur. Donc là, si on regarde par exemple sur les 50 dernières années, on va Mhm. trouver plusieurs crises. On va trouver le choc pétrolier, l'explosion de la bulle internet, la crise financière et la crise actuelle, du coronavirus, dans laquelle on se trouve. Oui. Donc le risque en bourse, ouais, On a eu même le pétrole, comme on disait, le pétrole qui a été le WTI, le pétrole américain, qui est un moment plus profond de la crise, qui était donné gratuitement à ceux qui le voulaient, en fait. Hein. ouais, C'était, exactement. Alors, il y ouais, avait ça c'était, la vision ça c'est vrai que diplomatique. ça semble pas du tout logique que le pétrole puisse être négatif, mais ça, c'est vraiment, quelque chose de très particulier qui est arrivé à un instant T, à un endroit précis. En fait, on parle du pétrole américain, du pétrole de schiste Oui. et du coup, enfin, faut savoir que le pétrole, sur le marché du pétrole, les acheteurs, c'est pas forcément des États ou des organisations qui ont besoin d'avoir du pétrole. Il y a aussi des spéculateurs. Oui. Sauf que les spéculateurs, ils vont pas acheter du pétrole directement, ils vont Mhm. acheter ce qu'on appelle des contrats futurs. C'est un type de produit, particulier. Alors ça Mhm. peut paraître un peu technique, mais, vous inquiétez pas si c'est un peu trop technique, c'est pas forcément nécessaire de comprendre, ce type de contrat pour investir en bourse. On peut rester sur des choses très simples. Oui. Mais pour en revenir sur ce point particulier du pétrole négatif, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'économie a énormément ralenti et on s'est retrouvé avec une grosse baisse de la demande en pétrole. Sauf que c'est un marché, le pétrole, sur lequel il y a énormément de spéculation. Et donc les spéculateurs qui achètent du pétrole, eux, ce qu'ils veulent, c'est, ils l'achètent pour leur prix et pour le revendre plus cher, mais ils veulent pas avoir du pétrole physiquement. Parce que souvent, ils sont dans des bureaux, à New York ou ailleurs, ou même chez eux, donc ils veulent pas D'accord. se retrouver avec du pétrole. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des contrats futurs. C'est-à-dire, ils payent aujourd'hui pour une livraison de pétrole dans un mois. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font on appelle ça, ils font rouler cette position, c'est-à-dire qu'ils revendent et qu'ils rachètent par derrière. Comme ça, ils se font jamais livrer le pétrole. Sauf que là, comme l'économie a ralenti fortement, bah, du coup, ce Mhm. qui s'est passé, c'est que la demande a complètement chuté, sauf que l'offre Oui. de pétrole était toujours là et donc ça a fait baisser les prix à un niveau où les spéculateurs, ils se sont dit: «Mais moi, l'achat de pétrole que je voulais, je peux pas l'honorer parce que,
parce que je suis spéculateur, je suis pas un État, donc moi, personnellement, je n'ai pas besoin de pétrole. Et donc, les producteurs de pétrole ont dû garder certains stocks jusqu'à un point où ils ne pouvaient plus conserver les stocks. Et donc, on en arrive à un point où on peut être obligé de payer quelqu'un pour se débarrasser du pétrole qu'on ne peut plus qu'on stocker. a. C'est une anomalie qui est, voilà, qui est assez particulière mais qui a duré de manière, qui a été assez courte dans le temps et qui a vraiment été localisée sur un marché particulier. Parce qu'en fait, quand on parle du pétrole, il n'y a pas un seul prix du pétrole, il y a plusieurs marchés du pétrole, parce qu'on peut parler du pétrole de schiste, mais aussi du Brent en mer du Nord. Et il n'y a pas forcément le même prix parce que le pétrole n'est pas de la même qualité. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est utile de rentrer dans ces détails-là, Non, mais c'est un pas. sujet un petit peu complexe en tout cas. Un peu complexe, ouais. Mais là, il y a des gens qui disent qu'on Mm. ne m'entend pas. Je ne sais pas si on m'entend mieux. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux là, parce que j'ai réglé le micro. Et si vous m'entendez mieux, vous me le dites. Sinon, vous pouvez aussi me dire que vous ne m'entendez pas bien pour que je règle à nouveau. Mais je pense que pour Antonin, vous l'entendez parce que moi, je l'entends très bien. Donc, je pense que c'est le cas aussi pour vous. Donc, bon, on a fait un aparté un peu sur le pétrole, mais ça, c'était juste sur un cas spécifique. Donc, je te laisse continuer avec le planning en fait, de la session. Donc, on allait parler justement tu parlais de pourquoi investir en bourse, c'était ça? Voilà pourquoi investir en bourse. Donc, on a vu que la bourse montait à long terme. Donc, c'est ce qui fait tout son intérêt finalement d'avoir quelque chose qui monte en moyenne de 9 à 10% par an. Bah, tout de suite, on comprend tous que c'est intéressant. Et donc, on parlait des crises juste avant le pétrole. Donc voilà, on a connu plusieurs crises sur les 50 dernières années et puis même au-delà, hein. Si on monte encore un peu plus, il y a eu notamment la crise de 1929 qui a été une des plus grandes de toute l'histoire. Mais il faut se dire que malgré toutes les crises, bah, la bourse monte quand même à long terme. Donc la crise, en fait, ça enlève rien en fait que la bourse, c'est un outil d'enrichissement. Et par exemple, si on prend uniquement les 50 dernières années, et qu'on avait investi 10 000 en bourse au début des années 70, eh bien ces 10 000 aujourd'hui, se seraient transformés en 1 million de dollars. Donc là, on parle de la bourse sur le marché américain, mais sur le marché européen, ça monte à peu près dans les mêmes proportions. Donc voilà, ça montre que sur des longues périodes, la progression est quand même très très significative. D'accord. Donc, 10 000 dollars en 1970, aujourd'hui, on sera 1 million de dollars. Exactement, ouais, voilà, exactement. Très intéressant. Donc c'est effectivement ça. On n'a pas besoin de commenter plus. Ouais. Donc oui, alors comment investir en bourse? Alors, quand on investit en bourse, on achète des actifs. Donc, pour acheter des actifs, tout simplement, on va passer par des intermédiaires qu'on appelle des courtiers en bourse. Donc, les courtiers en bourse, en fait, ils vont nous permettre d'acheter des produits financiers. Donc, par exemple, des actions ou des obligations. Donc, bah, D'accord. concrètement, on va ouvrir un compte chez un courtier et il va nous donner accès à un large éventail de produits. Donc, il nous donne accès à ce qu'on appelle le marché. Et donc ensuite, bah, on va tout simplement, on va pouvoir investir en fonction, de nos choix, de notre stratégie. On a accès à un large éventail de produits financiers et on peut faire, j'allais dire nos emplettes, mais c'est un petit peu ça. On va pouvoir choisir les produits, dans lesquels on veut investir. D'accord. Voilà, le mécanisme est assez simple, hein, finalement. En On fait, a on fait les acteurs sur le marché, les acteurs, si on dit en bourse, si on parle des principaux acteurs, on a les courtiers, on a les places financières, les places où on vient, où les actions sont échangées et vendues entre les différentes personnes qui achètent et qui vendent, hein. Donc, c'est des places mmh, boursières, ce que tu as parlé avant. Et on a exactement, ouais. certainement aussi certains autres acteurs, comme peut-être les intermédiaires des courtiers, les banques en ligne. Mais souvent, on entend parler de broker. C'est quoi un broker? Un broker, c'est un courtier, c'est ça? Oui, un broker, c'est un courtier, hein, c'est juste l'appellation en anglais, hein, mais c'est la même chose, hein, c'est exactement la même chose. D'accord. Et ce courtier, il a accès à plusieurs produits qu'il propose et on vient faire son marché pour choisir là où on veut mettre son argent. Exactement, en fait. Donc, si on prend les différents types de personnes qui interviennent sur les marchés, donc, au début de la chaîne, on a l'investisseur, enfin, du coup, d'un côté de la chaîne, Oui, on peut la prendre par les 2 bouts, mais si on prend d'un côté, il y a l'investisseur. Ensuite, il va se d'accord. retrouver face à un courtier qui va lui donner accès à plusieurs produits financiers Mhm. et à l'autre bout de la chaîne, bah, il y a soit les organisations qui mettent en place ces produits ou soit tout simplement, si on prend un exemple assez simple, on a des entreprises qui sont cotées en bourse et donc qui veulent proposer leurs actions, sur le marché. Et D'accord. donc, le courtier fait l'intermédiaire. Oui, voilà, pour prendre un exemple simple, le courtier fait l'intermédiaire entre les entreprises qui ont des actions et les investisseurs qui veulent, investir dans les actions des entreprises. Sachant qu'il y a pas forcément, c'est pas uniquement des actions, il y a une multitude de produits différents. Mais c'est un exemple qu'on comprend généralement, assez tous.
Oui, quand tu parles de produits, justement, est-ce que tu peux nous présenter un éventail peut-être de produits qu'on a accès sur un marché boursier? Quand je vais chez un courtier, par exemple, je peux investir dans quoi en termes de produits sur la bourse? Ouais, bien sûr. Donc, différents types de produits. Donc le type de produit qui est vraiment le plus connu, c'est les actions. Donc les actions, en fait, c'est des parts d'entreprise. C'est-à-dire qu'en achetant des actions, on va posséder une petite part, d'une entreprise et donc cette part d'entreprise qu'on appelle action, elle va fluctuer au cours du temps. C'est-à-dire que son prix va monter, va baisser et cetera et donc, le cours, il va fluctuer selon, la santé financière de l'entreprise, mais aussi celle de l'économie en général. Et donc, en fait, ça cote en permanence. C'est-à-dire que lorsque le marché est ouvert, tu investis dans une action, et il faut se dire que en fait, cette action, son prix va varier en permanence. Et donc, à partir de là, on peut mettre en place, différentes stratégies pour savoir si on investit plutôt à court terme, plutôt à long terme. Bon après, on pourra développer un petit peu cette partie-là. Mais donc on a vu des actions. Donc il y a aussi des obligations. Les obligations, c'est un petit peu moins connu. Mais pour développer un petit peu, donc c'est aussi des titres de créance. Donc, concrètement, c'est de la dette. C'est-à-dire que, par exemple, un État peut émettre des obligations et donc qu'est-ce qui se passe quand un État émet une obligation? C'est que les particuliers, ils peuvent acheter cette obligation, bon, plutôt en dire investir dans cette obligation et Mhm. donc en fait, ça revient à prêter de l'argent à l'État via cette obligation et donc l'objectif, c'est que, l'État rende l'argent à l'investisseur, D'accord. à l'échéance de l'obligation. Donc on appelle ça la maturité de l'obligation. Donc chaque obligation peut avoir une maturité différente, hein, ça peut aller de quelques mois à 30 ans, donc c'est extrêmement variable Oui. et donc l'investisseur investit dans une obligation. Il y a une date de remboursement qui est fixée à l'avance. Il y a aussi un Mhm. taux d'intérêt qui est fixé à l'avance et donc l'investisseur, chaque année, il va percevoir des intérêts, en fonction de l'obligation à laquelle il a souscrite. Sachant que D'accord. les taux d'intérêt peuvent fluctuer, également. Donc le taux d'intérêt, quand je dis qu'il est fixé, c'est qu'il est fixé au moment où on investit dans l'obligation, mais ensuite il Ok. peut évidemment, il peut évoluer. Par contre, ce qui n'évolue pas, c'est l'échéance de l'obligation, c'est-à-dire la date à laquelle, l'État s'engage à rembourser l'obligation. Alors j'ai parlé des États, mais les entreprises peuvent aussi très bien émettre des obligations. En fait, ça sert à quoi aux États et aux entreprises? Ça leur permet de se financer tout simplement. Ça leur permet de se faire prêter de l'argent par des particuliers, des investisseurs, des fonds de pension et cetera et en échange de ça, ils rémunèrent ces intervenants, donc ces particuliers et ces fonds qui, heu, qui leur prêtent de l'argent via ce taux d'intérêt. Donc c'est simple en D'accord. fait. Je te prête de l'argent et en échange, tu me donnes un taux d'intérêt annuel et à la fin, tu me rembourses mon argent. C'est extrêmement simple. D'accord. Donc, en fait, tu as parlé des actions et des obligations. Ouais, donc on va D'accord. aussi trouver, des matières premières. Donc les matières D'accord. premières, ça peut être des métaux précieux comme l'or, l'argent, ça peut être aussi de l'énergie comme le pétrole, le gaz. Ça peut aussi être des matières agricoles comme le blé, le soja, le jus d'orange aussi. Voilà, Ouais. c'est extrêmement varié, mais en fait, les matières premières, c'est des constituants de base pour l'économie, mais qui ne sont pas en eux-mêmes producteurs de richesse. Dans le sens où une action, il y a une entreprise qui est derrière, donc une entreprise qui produit des biens et des services et donc qui va créer de la richesse. Par contre, les matières premières, il faut se dire que le prix va fluctuer, uniquement en fonction de l'offre et de la demande et pas en D'accord. fonction uniquement de la valeur de la matière parce que, les matières premières ne sont pas productrices de richesse, en elles-mêmes. Voilà, c'est un petit peu les 3 principaux types de produits qu'on va pouvoir trouver, donc les actions, les obligations, les matières premières. Il y en aurait D'accord. un quatrième qui en englobe en fait beaucoup d'autres, c'est ce qu'on appelle les produits dérivés. Donc les produits dérivés, ça peut être, des turbos, des warrants, des futurs. Il y a vraiment plusieurs types de produits différents, des produits dérivés différents. Alors on va pas forcément peut-être développer, les produits dérivés ce soir. Oui. Pourquoi? Ouais, c'est La ça. raison en fait, elle est simple, c'est qu'ils sont pas utiles pour investir en bourse. En fait, c'est souvent des produits qui peuvent servir pour des cas très particuliers ou pour des fonds de pension qui ont des problématiques vraiment, très spécifiques. Les Oui. particuliers peuvent aussi les utiliser, mais il y a pas forcément d'utilité en fait à les utiliser. C'est-à-dire qu'avec les actions, les obligations et les matières premières, on a largement de quoi faire pour faire croître un capital et même souvent, ça peut être problématique d'utiliser les produits dérivés. Pourquoi? Parce que, souvent les particuliers qui investissent dedans, ils comprennent pas forcément ce qu'il y a derrière ces produits Il y a dérivés derrière, oui. Ouais. et quand on investit dans quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est là où un risque se crée
Et le D'accord. problème, et alors on peut citer un exemple, hein, en 2008, la crise des subprimes. Alors, c'est un exemple. Dans ce cas-là, c'est pas seulement les particuliers qui ne savaient pas trop ce qu'étaient les subprimes. Il y a c'est tout un tas d'investisseurs professionnels qui ne savaient même pas ce qu'il y avait dedans. Là, on était dans un imbroglio total. Donc les subprimes, c'était quoi? C'était des produits complexes qui étaient composés de prêts immobiliers qui étaient extrêmement bancals, et donc qui ont été à l'origine de la crise de 2008. Voilà, donc les produits dérivés existent, mais en tant qu'investisseur particulier, on va pas forcément avoir d'intérêt à y investir dedans. Il y a pas vraiment d'utilité, en fait. D'accord. Et derrière, en fait, souvent, on parle d'investir dans l'or, investir dans ce qu'on appelle les ETF. Ça, c'est quel type de produit, en fait, qu'on a Est-ce qu'on peut avoir accès à ça en tant que particulier facilement? Si demain, je vais investir dans l'or, comment je fais? Je sais l'accès à Oui, combien? parce que oui, c'est une très bonne question parce que on peut se dire: «Tiens, j'investis dans l'or, est-ce qu'il faut que je me fasse livrer de l'or chez moi? Comment ça se passe?» Bah, en fait, il y a plusieurs manières d'investir dans l'or, hein. On peut effectivement investir dans l'or physique, c'est-à-dire que là, bah, on va vraiment, recevoir de l'or chez soi, hein. On peut aussi, faire stocker son or dans un coffre ou dans une banque, c'est aussi possible. Oui. Mais, on peut très bien acheter de l'or physique, c'est quelque chose qui est possible, sur tous les métaux précieux. Alors par contre, pour les matières premières qui sont énergie ou agricoles, là, ça va être un petit peu plus compliqué. On va pas se faire livrer une tonne de blé chez soi, ça a pas forcément de sens. Oui. En plus, bon, les matières premières, ça reste de la spéculation, donc on s'écarte un petit peu, de l'investissement. Mhm. Mais une autre manière d'investir dans l'or, par exemple, ça peut être d'investir dans ce qu'on appelle l'or papier. Donc là, on va pas posséder l'or physique en tant que tel chez soi. On va posséder ce qu'on appelle on appelle ça de l'or papier, donc concrètement, c'est un papier. Donc aujourd'hui, c'est numérisé, hein, c'est pas un papier, mais l'image du papier est assez parlante, je trouve. Donc c'est un papier, par exemple, qui va valoir une once d'or. Donc l'once d'or, c'est quoi? C'est une mesure, qui permet de mesurer une certaine quantité d'or, et donc, Mhm. bah, le prix de l'once d'or, il va fluctuer, et donc, bah, on peut acheter, ce qu'on appelle de l'or papier, qui va, par exemple, valoir, 1 once d'or. Donc on va avoir un contrat D'accord. papier qui vaut 1 once d'or, et donc, bah, ce qu'on va posséder, c'est l'once d'or dont le prix va fluctuer, au cours du temps. Et tu as Ok. aussi mentionné les ETF. Donc les ETF, c'est encore une autre manière d'investir. Donc l'avantage des ETF, notamment pour les actions et les obligations, c'est qu'on va pouvoir acheter un large panel d'actions et d'obligations qui sont réunis dans un seul fonds. Donc par exemple, D'accord. si on va investir dans les entreprises de CAC 40, bah, on va pouvoir acheter les 40 entreprises en même temps via un seul achat. Et cet achat, ça sera l'ETF CAC 40. Donc Ok. concrètement, un ETF CAC 40, c'est un fonds qui réplique la performance du CAC 40. Et comment il arrive à répliquer cette performance-là? En fait, le fonds lui-même, il possède les 40 entreprises de CAC 40. Et donc nous, en tant qu'investisseurs, ça nous facilite la vie puisque plutôt que d'investir individuellement dans les 40 entreprises de CAC 40, ce qui serait un petit peu fastidieux, bah là, on Mhm. peut les avoir toutes d'un coup via un seul produit. Et donc voilà, D'accord. c'est un outil, c'est aussi un outil de diversification qui est extrêmement intéressant. D'accord. Là, je vois des questions qui arrivent sur le chat. Donc, en fait, pour les questions, vous pouvez poser vos questions sur le chat et on prendra le temps. S'il y a des questions qui sont en lien avec le sujet en cours, on pourra les traiter tout de suite. Les autres questions, en fait, on va les traiter à la fin du live, en fait. À la fin, on va prendre un peu de temps pour regarder les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez, vous les posez sur le chat. Et moi, je vais les noter s'ils sont pas en lien avec le sujet. Et s'ils sont en lien avec le sujet, Antonin pourra y répondre directement lorsqu'il va parler. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, la suite, en fait. Donc, maintenant, en fait, si quelqu'un, si moi, je prends le cas toujours de moi, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Si demain, je dis, voilà, paf, moi, je suis intéressé par la bourse, je vais investir, quelles sont les stratégies et quelles sont les approches que tu peux me proposer? Ouais, OK. Donc en fait, globalement, quand on va aborder la bourse, on va avoir 2 types de stratégies, qui sont opposées. Alors c'est vraiment 2 grandes catégories qui s'opposent un petit peu, et à l'intérieur, on va trouver encore, différentes catégories, donc différentes sous-stratégies. Mais pour dégrossir un peu le tableau, il y a vraiment deux façons d'aborder la bourse qui sont, complètement différentes. La première, c'est celle du spéculateur ou du trader. Donc on parle de trading, on est là-dedans, on est dans l'approche du spéculateur. Et donc là, l'objectif, ça va être de repérer les titres qui vont exploser à la hausse, qui sont sur le point d'exploser à la hausse. Donc pour ça, le trader, le spéculateur, il a 2 outils à sa disposition. Donc il a l'analyse technique. Donc l'analyse technique, ça consiste à analyser des graphiques pour repérer certaines figures, parce Oui. que, voilà, on estime que lorsque l'évolution des cours forme des figures particulières,
eh bien, on estime que parfois ça peut permettre de repérer et d'anticiper l'évolution des cours. Et le D'accord. deuxième outil, c'est l'analyse fondamentale. Donc là, ça consiste à analyser, le bilan financier des entreprises. Ça permet de voir si l'entreprise est en bonne santé, si elle est en mauvaise santé et notamment si l'entreprise vient d'avoir des résultats, supérieurs à ce qui était anticipé ou espéré, bah, on peut s'attendre à ce que son cours, parte à la hausse. Donc aussi ça peut être un outil, qui peut permettre d'anticiper ou du moins, de faire un pari sur une évolution, future des cours. Donc D'accord. spéculer ou faire du trading, en fait, ça demande quand même un bagage technique, que ce soit, des compétences pour analyser les bilans financiers des entreprises ou pour analyser, les figures, sur des graphiques Mhm. et ça demande aussi, bah, de suivre de près les titres qu'on sélectionne et qu'on achète. Pourquoi? Parce que, bah, souvent quand on est trader, on va se positionner sur des logiques à court terme. Donc, D'accord. il y a après il y a encore différents types de traders et de spéculateurs. Donc il y en a qui vont vraiment se situer sur des unités de temps qui sont extrêmement petites, hein. Ça va être à la seconde ou à la minute. Ils vont opérer sur ces échelles de temps. Il y en a d'autres, ils vont opérer plutôt à la journée ou plutôt à la semaine. Mais D'accord. globalement, ça reste quand même du court terme. Et sachant que si on descend encore, bah là, on va trouver des robots de trading qui, eux, ils vont opérer sur des unités de temps qui sont des millièmes de seconde. Donc, c'est voilà, il y a un peu toutes les échelles. Donc là, Alors justement, je vois un message, enfin une question de Fernand Zog, en fait, Zogué, je pense, excusez-moi si j'écorche le nom, mais Fernand Zogué qui demande, en fait, quel est le meilleur site de trading parce qu'il utilise Ethereum et il ne s'en sort pas quand il est nouveau. Je pense qu'on va répondre à la fin parce que je pense aussi que tout le monde qui est connecté ou tout le monde a déjà eu un coup de fil qui appelle de Londres ou je ne sais pas trop d'où, qui propose de faire du trading sur les plateformes boursières. Moi, j'ai été victime de ces appels-là. C'est vrai que mmh, je propose qu'on en parle à la fin parce que je pense c'est un sujet qui est assez important et il faut vraiment qu'on éclaircisse ce point, qu'on ait l'avis d'Antonin parce qu'il y a beaucoup de sites comme ça qui vous appellent et qui vous invitent à venir faire du trading ou à investir en bourse. Et souvent, c'est que du trading. Hein. Souvent, ce n'est pas très intéressant. Donc, je propose ouais, souvent, qu'on en parle à la fin. souvent, effectivement, on peut recevoir des appels ou parfois c'est même par mail, hein, on peut être spammé par ce type de site. Alors, il faut Oui, toujours se méfier un petit peu, mais on va pas forcément y répondre maintenant, mais juste pour dire, souvent, il y a quand il y a des gens qui nous appellent comme ça pour nous inciter à faire quelque chose, c'est qu'il y a un fort intérêt de leur part derrière. Il faut vraiment comprendre, quel est l'intérêt pour elles et où est-ce que se situe l'intérêt pour nous en tant qu'investisseurs. Il faut vraiment arriver à faire la part des choses entre ces 2 sujets. Mais oui, d'accord. on pourra développer ça, à la fin pendant les questions-réponses parce que c'est une question vraiment un petit peu spécifique. Oui, Mais, alors du coup, pour enchaîner, donc on a parlé un petit peu de l'approche du spéculateur ou du trader, oui, c'est un petit peu la même chose. Maintenant, la deuxième façon d'aborder la bourse, c'est celle de l'investisseur à long terme. Et donc là, c'est d'accord. une logique qui est totalement différente, dans le sens où on ne cherche pas à deviner, quels sont les titres qui vont exploser, mais en fait, on va investir dans l'ensemble du marché. Pourquoi? Bah, on l'a vu tout à l'heure, parce qu'on sait que la bourse monte à long terme. Et donc, quand on investit sur l'ensemble du marché, on ne fait aucun pari sur un titre en particulier. On se Mhm, contente de suivre passivement, le mouvement général de la hausse, donc la bourse monte. Et la différence par rapport au spéculateur, c'est que l'investisseur long terme, lui, bah, il n'a pas besoin de connaissances poussées en analyse technique ou en analyse, fondamentale. En fait, d'accord. il a juste besoin de connaître sa tolérance au risque et de construire un portefeuille qui soit en rapport avec sa propre tolérance au risque, puis, de laisser faire le temps, tout simplement, puisqu'on sait que la bourse va monter. D'accord, très bien. Alors, maintenant la question ça peut être, bah, comment on peut choisir entre ces 2 approches-là? Qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt se diriger vers l'une ou vers l'autre? Bah, en fait, on peut se demander qu'est-ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Est-ce qu'on a envie de passer du temps à analyser des graphiques ou des bilans d'entreprise? Parce que, voilà, ça peut éventuellement nous intéresser. Donc dans ce Mhm, cas-là, on va plutôt se diriger vers du trading. Ou, eh bien, est-ce qu'on a envie d'investir, plutôt en mode automatique, sans trop y penser, sans avoir besoin d'y passer du temps, sans avoir besoin de se former, de passer beaucoup de temps à se former sur des graphiques ou des bilans? Donc dans ce cas-là, on va plutôt se diriger, vers l'investissement à long terme. d'accord. Donc il y a un point peut-être important à préciser, c'est de bien faire la différence entre, la spéculation et l'investissement. Parce Mhm, que souvent, quand on tape, bourse ou formation en bourse sur internet, on va souvent trouver des choses en rapport avec le trading. Et en fait, ça nous conduit directement vers une de ces 2 approches sans qu'on sache globalement, dans quoi on tombe. Parce qu'il faut être conscient qu'il y a 2 approches qui sont totalement différentes et
de par ce qu'on trouve sur internet, on ne peut pas forcément faire cette différence par soi-même quand on débute et qu'on n'a pas encore trop de connaissances. Donc, Très bien. faire la différence entre spéculation et investissement. Donc la spéculation, ça consiste à acheter, un titre ou plusieurs titres parce qu'on pense qu'ils vont fortement progresser et dans le Mhm. but d'obtenir, des gains à court terme. Donc là, on fait un pari et ce pari-là, bah, il peut être gagnant ou perdant. C'est-à-dire que j'achète un titre parce que je pense que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il va exploser à la hausse. Mais en fait, je fais un pari parce que j'ai pas de boule de cristal au fond et Mhm. je sais pas ce qui peut se passer. Peut-être qu'il va rien se passer, que le cours va rester au même niveau. Peut-être qu'effectivement, ça va exploser et dans ce cas-là, je vais pouvoir réaliser une plus-value, mais peut-être aussi que finalement, les cours vont baisser et dans ce cas-là, j'aurais perdu mon pari. Donc voilà, le pari peut D'accord. être gagnant, ou perdant et Exact. en et en face de ça, on a l'investissement. Donc là, bah, on ça consiste à investir régulièrement dans l'ensemble du marché. On a un portefeuille qui est beaucoup plus large que dans le cas de la spéculation. Pourquoi? Parce que en fait, ne pas faire de paris, c'est quoi? C'est investir sur tellement de titres que finalement, si on a, un titre à qui il arrive quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il explose à la hausse ou qui s'écrase complètement et que son cours tombe à zéro, en fait, on va être très peu impacté par ça parce qu'on a tellement de titres en portefeuille que finalement, le devenir des titres pris individuellement, finalement, il nous intéresse presque pas. Parce qu'on nous, on s'intéresse plutôt à l'évolution globale du marché et à la santé financière globale de l'économie. Donc, très bien. OK. Voilà. Parfait. Juste pour préciser, j'ai noté, les références d'une étude qui est assez intéressante, Mhm. qui peut aussi permettre de savoir ce qu'on veut faire entre trading et investissement. Oui. Donc c'est une étude qui a été réalisée par l'université de Berkeley en Californie. Oui. Et en fait, cette étude, elle a analysé les performances de plusieurs centaines de milliers de day traders. Donc c'est vraiment un gros contingent de day traders qui a été analysé, Mhm. et dont les performances ont été suivies. Donc cette étude a été réalisée sur une période de 17 ans. Et en fait, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que finalement, moins de 5% des traders sont effectivement rentables sur le long terme. Donc rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils arrivent à gagner de l'argent. Donc en fait, on se retrouve avec une toute petite minorité de traders qui effectivement gagnent de l'argent, sachant que les autres, bah, soit ils en gagnent pas, soit ils en perdent. Donc voilà, c'est quand même intéressant de méditer là-dessus et sur quelque part l'incohérence qu'il peut y avoir entre le fait que quand on se renseigne un petit peu sur la bourse sur internet, bah, tout le monde ou presque parle de trading, mais en fait, quand on regarde concrètement les résultats de l'ensemble des traders, bah, on se rend compte qu'il y en a extrêmement peu qui arrivent à générer des gains, avec cette activité. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Si jamais vous êtes intéressé par l'étude, on pourra éventuellement, En parler. citer le lien pour la référence. Exact. Donc, en fait, si je comprends bien, les différentes stratégies qui existent, c'est soit on fait du trading, c'est-à-dire on investit à court ou moyen terme sur des actions en pariant à la baisse ou à la hausse, ou on fait une vraie stratégie d'investissement où on se dit, voilà, je vais choisir des produits sur plutôt du long terme, hein, et essayer de lisser ça pour que ce soit, pour qu'au bout du compte, par rapport à mon objectif que je me suis fixé, et surtout par rapport à ma tolérance au risque, que je sois rentable dans X mois ou X années ou ainsi de suite. C'est bien ça? Exactement, ouais, ouais, c'est 2 approches qui sont complètement différentes, en effet, ouais. Très bien. Et donc je crois que tu voulais aussi, dire un petit mot de la diversification peut-être? Oui, oui, je Enfin pense que qu'on c'est aborde un petit peu la la diversification. stratégie. Comment est-ce qu'il faut, qu'est-ce on peut avoir comme approche en termes de diversification? Qu'est-ce que Donc toi tu bah, proposes en fait? Oui. déjà dire un petit mot sur la diversification. C'est qu'en fait, bah, globalement, quand on l'a vu tout à l'heure, en bourse, en fait, on n'a pas de boule de cristal. Donc Oui. soit on a l'approche du trader et on fait plein de petits paris sur l'évolution des cours, ou soit on admet qu'on ne peut pas deviner dans quel sens vont évoluer les cours et on se Mhm. dit: «Bah, puisque je n'ai pas de boule de cristal, je vais diversifier, au maximum mes investissements. Comme ça, bah, quoi qu'il se passe, je serai couvert». Donc s'il y a D'accord. une partie de mes investissements qui se portent mal, bah, je sais que potentiellement, il y en aura une autre partie qui vont bien se porter. Et en fait, quand je vais regarder la globalité de mon portefeuille, même s'il y en a une partie qui est en difficulté, bah, finalement, peut-être que ça va pas se voir au niveau de la globalité du portefeuille. Parce que dans le même temps, je peux très bien avoir une partie de mon portefeuille qui se porte extrêmement bien et donc qui compense la partie qui est en difficulté. Donc Exact. voilà, quand on parle de diversification, il y a le fameux adage, on ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais en Mhm. fait, c'est exactement ça, hein, c'est vraiment exactement ça. Donc, en termes de diversification, on peut bien diversifier un panier d'actions de société ou d'actions ou d'obligations d'État ou de matières premières ou de produits dérivés. Donc, on peut faire une diversification d'un panier avec tout ça dedans, en fait, hein.
Exactement, donc là tu peux investir, bah, dans l'ensemble du marché, par exemple avec des ETF. Et alors ce qu'on peut faire, c'est distinguer peut-être plusieurs niveaux de diversification. Et en fait, on va retrouver un petit peu, ce que tu as commencé à aborder, donc les différentes classes d'actifs, le fait d'investir dans l'ensemble du marché, les devises. Mhm. Donc si tu veux, on peut les passer, une par une. Oui, je veux bien, oui, c'est Donc intéressant. ouais, Mhm. donc en fait, j'ai l'habitude de distinguer en fait 5 niveaux de diversification, possibles quand on investit. OK. Donc le premier niveau, bah, c'est d'investir dans l'ensemble du marché, plutôt que sur un seul titre. Donc par exemple, bah, on peut investir sur le CAC 40, le marché français, donc Oui, qui regroupe, les 40 plus grandes entreprises françaises qui sont cotées en bourse. Ou d'accord. bien, si on va aux États-Unis, on peut investir dans le SP 500. Donc là, bah, c'est l'équivalent américain du CAC 40 et lui Mhm. se compose, comme son nom l'indique, de 500 entreprises. Donc voilà, vous voyez, si vous avez 500 entreprises en portefeuille, bah, vous voyez que vous avez un niveau de diversification qui est largement supérieur par rapport à si vous détenez, seulement, 3 ou 4 titres individuels, en portefeuille. D'accord. Et donc bah, on peut faire ça avec des ETF, hein, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est pareil que dans le cadre du CAC 40, hein. Si on veut investir dans le SP 500 par exemple, on n'a pas besoin Mhm. d'acheter 500 entreprises, une par une, ça serait un vrai calvaire. C'est pas Et évident. donc, on peut investir, bah, dans un ETF qui va répliquer la performance du SP 500 et donc on Oui, n'aura qu'une seule ligne en portefeuille, mais cette ligne-là, elle englobera les 500 entreprises de cet indice-là. oui. Donc voilà, ça c'est le premier niveau, de diversification qui est possible. Donc plutôt Mhm. que d'avoir un seul titre, on investit dans la globalité du marché. Alors le deuxième niveau, c'est la diversification géographique. Donc on a parlé du CAC 40, l'indice français, mais si un jour la France avait une crise, bah, il peut être intéressant de ne pas avoir, tous ses œufs en France. Oui, Donc, bah, par exemple, on peut investir dans d'autres pays, en Europe et même sur plusieurs continents, donc en Amérique, en Afrique et en Asie. Comme ça, s'il y a une crise dans une zone régionale, par exemple, qui dépasse un peu la France, hein, par exemple, comme en 2011 avec la crise de l'euro qui a touché plusieurs pays européens, bah, là, oui. si on investit en même temps sur d'autres continents, bah, le fait d'investir ailleurs, ça nous couvre, par rapport à ce qui se passe en Europe. Donc voilà, D'accord. deuxième niveau, diversification Mhm. géographique. D'accord. Le troisième niveau, c'est un peu similaire, à la diversification géographique, c'est la diversification en devises. Donc, par exemple, quelqu'un qui investirait uniquement aux États-Unis, parce que voilà, il pense que c'est un pays leader en termes de business et d'innovation, bah, il ne faut pas oublier que si on vit en Europe, bah, on utilise l'euro. Et donc, du coup, si le dollar il chute par rapport à l'euro, en fait, notre portefeuille il va chuter aussi. Même si les actions américaines dans lesquelles on a investi, en dollars, elles n'ont pas chuté. Et D'accord. la situation inverse, bah, l'euro peut aussi chuter par rapport au dollar, par rapport à d'autres devises. Ça marche un peu dans les 2 sens. Et là, l'idée, bah, c'est de se couvrir contre une éventuelle dévaluation de sa propre devise ou d'une devise en particulier. Mhm. Et donc, c'est intéressant d'investir dans des actifs qui sont cotés dans différentes devises. De cette manière-là, si un jour il y a une devise qui est dévaluée, bah, en fait, automatiquement, on sera couvert. D'accord. Le quatrième niveau, c'est la diversification en classe d'actifs. Donc là, c'est D'accord. une forme de diversification. Alors c'est intéressant d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est une forme de diversification qui est très souvent, oubliée par les investisseurs. En fait, OK. la plupart d'entre nous, investisseurs, on investit souvent que dans des actions et Mhm. le problème de ça, c'est que, bah, lors des crises, on sait que les actions, elles chutent violemment, souvent de -40 à -50. Et en fait, bah, tout le monde n'est pas prêt à accepter, un tel niveau de baisse. Donc Oui. du coup, il peut être intéressant de posséder, d'autres classes d'actifs. Donc d'autres classes d'actifs que les actions, ça peut être quoi? Ça peut être des obligations, ça peut être de l'or et notamment, c'est les 2 que j'ai cités, donc les obligations, principalement d'État et l'or, on appelle Oui. aussi ça des valeurs refuges. C'est-à-dire D'accord. qu'en période de crise, ce sont des actifs vers lesquels, les fonds d'investissement et les investisseurs ont l'habitude de se tourner lorsque les actions sont en difficulté. Donc voilà, D'accord. donc si on imagine qu'on a un portefeuille, qu'on a des actions, mais qu'on a aussi des obligations et pourquoi pas, des matières premières ou de l'or, bah, finalement, si les actions, elles chutent fortement, c'est un peu ce qui s'est passé, lors de la crise actuelle, hein, en février-mars du covid. Bah, Mhm. si on regarde les autres classes d'actifs comme l'or et les obligations, bah, on peut observer que soit elles ont monté, soit elles sont restées stables. Donc voilà, de cette manière-là, on comprend un petit peu comment on peut, arriver, à équilibrer un portefeuille et à ne pas subir les baisses des actions qui sont, parfois extrêmement violentes. Exact, ouais. Et donc, bah, il reste un niveau de diversification, pour aller jusqu'à 5. Donc le cinquième, c'est la diversification dans le temps. Et donc là, alors l'idée, c'est qu'on ne peut jamais savoir à l'avance quand est le meilleur moment pour investir. Par Mhm. exemple, si le marché, perd 30, on peut se dire: «Ah tiens, c'est super,
ça a perdu 30%. Le moment est très bienvenu pour investir parce que c'est un petit peu les soldes. Mais qui nous dit que ça ne va pas descendre jusqu'à moins 60, moins 70%? Exact. Personne. Et dans ce Bien sûr. cas-là, le meilleur moment, ça aurait été d'investir à moins 60, moins 70%. Sauf Oui. que quand on est à moins 30, on ne sait pas si ça va remonter à 0, puis si on va repartir en marché haussier, ou Oui. bien si on va continuer à creuser et descendre à moins 60, moins 70%, et cetera. Oui. Encore une fois, personne n'a de boule de cristal et même les Voilà. meilleurs spécialistes, ils savent qu'ils ne savent pas en fait ce qui va se passer et personne ne sait ce qui peut se passer à l'avance. Et donc, Exact. bah, cette forme de diversification dans le temps, c'est quoi? C'est on se dit, bah, que la meilleure chose à faire, c'est d'investir le plus régulièrement possible, sans se demander si le marché il est trop haut ou trop bas. En fait, le meilleur moment, c'est toujours aujourd'hui et c'est pas dans 3 ans ou dans 10 ans. Parce que le D'accord. marché, on peut se dire qu'il est trop haut, mais il peut encore très bien monter pendant 1 ou 2 ans et si on arrête d'investir, bah, du coup, on s'est privé de toute cette hausse-là. Et inversement, on peut se dire qu'il est trop bas, mais il peut encore continuer à descendre. En fait, il faut se dire qu'il y a pas une limite maximale ou minimale, il y a pas un seuil plancher ou un plafond, sur lesquels les cours, ils vont buter pour repartir dans l'autre sens. En fait, D'accord. ils peuvent toujours crever le plafond ou crever le plancher et continuer et ça, on peut pas le savoir à l'avance. Alors, aujourd'hui, quand on parle de la crise de 2008, par exemple, c'est facile. On se dit: «Bah oui, c'est descendu à -55% et ensuite c'est remonté». Mais quand on était pendant la crise de 2008, on ne savait pas du tout jusqu'où ça allait aller. Et du coup, cette forme de diversification, c'est vraiment de se dire, bah, puisqu'on ne sait pas comment vont évoluer les cours à court terme, bah, ce qu'on se dit, c'est qu'on investit régulièrement. Comme ça, si le marché monte, bah, on est content parce que nos actifs prennent de la valeur. Et si le marché baisse, bah, on est content parce que même si dans les médias, on ne va pas réaliser de gains, en fait, on va pouvoir acheter des actifs à meilleur prix. Et sur le long terme, on va pouvoir en bénéficier lorsque les cours vont remonter. Voilà. D'accord, c'est très, ouais, c'est très intéressant ça. Les 5 niveaux de diversification, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Moi, je n'avais pas connaissance de cette division au niveau là. Nous, on pense tout de suite à nous qui sont pas experts du tout dans le domaine. Dès qu'on voit bourse, investir en bourse, tout de suite, c'est action qui vient à la tête et action, c'est CAC 40 quoi. Donc, il y a très peu de personnes qui pensent à l'au-delà, à part peut-être ceux qui ont une réelle connaissance du sujet. Et je pense que c'est très intéressant d'en parler, de parler qu'on peut effectivement diversifier déjà au niveau national, après au niveau géographique, ensuite au niveau mondial, ensuite avec les devises, ensuite avec les produits. Donc la diversification peut aller très loin et je pense que c'est important de le savoir, quoi. Et tout, en fait, les courtiers dont tu parles, ils donnent accès à tous ces produits, en fait. Exactement, en fait, c'est, alors par tous les courtiers, souvent, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des courtiers comme les banques en ligne qui peuvent avoir une offre, un petit peu moins complète. Mais les principaux courtiers donnent accès à un choix de produits qui est vraiment extrêmement large, hein. Il y a vraiment, plus de choses que ce qu'on pourrait acheter donc après, voilà, le risque, c'est aussi de se perdre dans tout ça et du coup, c'est important de savoir à l'avance ce qu'on veut un petit peu faire et pas de piocher un petit peu au petit bonheur la chance, Mhm. ce dans quoi on veut investir. Mais, heu, mais oui, enfin, juste pour finir sur la diversification, Mhm. on parle aussi du CAC 40, mais les CAC 40, c'est des grandes entreprises, mais aussi on peut aussi diversifier dans des petites entreprises. Parce que, quand on pense bourse, on pense toujours à des grandes entreprises, alors aux États-Unis, on pense à Apple, à Tesla, à Microsoft. En Oui, Europe, on va penser à Total, à Airbus, à LVMH en France. oui, Mais il faut dire qu'il y a aussi plein de petites entreprises qu'on ne connaît pas et oui. qui sont aussi cotées en bourse et dans lesquelles on peut investir, bah, soit individuellement, soit via les ETF. Et ça, D'accord, c'est aussi un autre niveau de diversification qu'on peut appliquer. Parce que d'accord. parfois, les grandes entreprises peuvent avoir une performance différente des petites. Mhm. Et si les grandes entreprises sont en difficulté, bah, si on en a des petites et que les petites sont dans une phase ascendante, bah, ça peut permettre, de cette manière-là d'avoir un équilibre, au sein de son portefeuille. Donc D'accord. ouais, la diversification, bah, c'est pour faire un joli pléonasme, c'est quelque chose de vraiment très divers. Oui, non, c'est clair que ça, c'est vraiment, ça, enfin, moi, je veux dire, si on n'est pas accompagné, ça va être compliqué de savoir qu'il y a tout ça qui existe et de pouvoir faire un bon choix pour pouvoir mixer son panier. C'est vrai que, comme je dis tantôt avant que tu ne reprennes la parole, c'est qu'en bourse, dès qu'on dit bourse, en fait, moi, mon banquier, hein, quand je vais voir mon banquier qui me parle d'investissement boursier, déjà, je pense que la personne qui est en face de moi ne sait même pas de quoi on parle. Et tout de suite, elle te parle d'action. Elle va te dire, oui, on a un produit financier qui est un vivier d'action, on a pioché. Donc, elle n'a pas ce niveau de détail pour dire que oui, est-ce qu'on peut diviser, tu peux diversifier à plusieurs niveaux, quelle est ta tolérance au risque. C'est vrai qu'il y a
Je Mmh. pense que récemment, il y avait les banques maintenant quand font une étude du risque en fait par rapport aux clients pour savoir ce qu'on peut proposer comme produit. Mais côté boursier, je pense qu'ils ont encore un peu de chemin à faire parce que moi, demain, je parlais avec ma conseillère sur la bourse, d'où justement mon intérêt qui va croissant dans ce secteur. Elle n'est pas capable de m'expliquer clairement comment est-ce qu'on peut avancer, quoi, hein. Elle est un peu Mmh. perdue. Donc, parce que bon, c'est pas aussi son travail, hein, de vendre la bourse. Et quand on parle de ça, justement, est-ce que tu peux juste faire une différence? Pourquoi, en fait, par rapport aux banques en ligne, pourquoi tu ne conseilles pas aux gens d'y aller et de passer directement par les courtiers et court-circuiter ces banques en ligne? Est-ce que tu peux juste donner quelques lignes? Quel est l'avantage de ne pas passer par les banques en ligne comme Boursorama, Fortuneo, toutes ces banques-là, et d'aller directement vers les coursiers? Alors oui, effectivement, il y a pas mal de banques en ligne qui proposent des offres de courtage, hein, Boursorama, ING, Fortuneo, et cetera. Alors, je dis pas qu'il faut forcément les éviter dans l'absolu, mais il faut quand même faire attention aux frais. Parce que les frais, à court terme, ça peut sembler assez peu, quand on a quelques frais de que par exemple quelques euros sur un ordre. Mais si on regarde sur le long terme, si on investit pendant des années, ben, en fait, on se rend compte que sur le long terme, ça peut complètement, grever notre performance. Et en fait, par exemple, bah, pour un compte titre, les banques en ligne qui proposent des offres en bourse, elles ont souvent des offres, prohibitives par rapport, à des courtiers spécialisés, alors, par courtier spécialisé, j'entends par exemple DEGIRO, ou Interactive Brokers, qui eux ont des tarifs bien plus bas. Bah, la différence, c'est que les courtiers spécialisés, ils sont uniquement courtiers, c'est-à-dire c'est leur cœur de métier. Leur activité, c'est uniquement, de servir d'intermédiaire entre des investisseurs et des produits financiers. Tandis que les banques en ligne qui proposent des offres de courtage, en fait, c'est une toute petite partie de leur activité. C'est-à-dire que, bah, les banques en ligne, à la base, elles sont banques. C'est-à-dire qu'elles sont là pour qu'on ait un compte courant, une carte bancaire et bah, éventuellement qu'on puisse faire un prêt bancaire pour un achat, pourquoi pas. Mais heu, mais voilà, faut se dire aussi que les banques en ligne, leur cœur de métier, c'est la banque. Donc si Oui. on va voir un conseiller, et qu'on souhaite investir en bourse, bah, c'est peut-être pas la personne la mieux placée pour nous conseiller. Mhm. Et heu et souvent pourquoi les banques en ligne, elles proposent des offres de courtage? Bah, parce qu'il y a une telle concurrence entre les banques, entre les anciennes banques, style, BNP, Caisse d'épargne, Société Générale et toutes les nouvelles banques en ligne qui sont arrivées, alors que sachant que maintenant on a aussi des néobanques avec Revolut et N26, donc Oui. la concurrence, elle est monstrueuse et donc du coup ces banques-là qui proposent des offres de courtage, pour elles, c'est un moyen d'avoir une autre source de revenus. Sauf que c'est pas leur cœur de métier à la base, elles sont pas spécialistes. Donc si on rentre dans une banque et qu'on va avoir des conseils pour investir, bah, c'est peut-être pas le meilleur endroit, où on pourra avoir les meilleurs conseils en tout cas. Ok. Et heu et souvent si on regarde en termes de frais, bah, alors c'est pas forcément catastrophique. Par exemple, si on va dans une banque en ligne, qu'on demande à ce qu'on nous offre un compte titre pour investir en bourse, bah, peut-être que si on veut investir sur le CAC 40, on va se rendre compte que les frais, ils restent relativement corrects par rapport aux courtiers plus spécialisés. Oui. Mais il faut se méfier parce que, par exemple, moi je prends l'exemple de Fortuneo parce que j'ai ma banque en ligne, c'est Fortuneo, mais je l'utilise uniquement comme banque, pas pour investir. Je sais qu'ils ont une offre de courtage, à côté. J'ai regardé un petit peu les tarifs et je me suis rendu compte que pour avoir accès au marché américain, donc si on veut investir dans des actifs américains, donc des actions, des ETF et cetera, bah là, les frais d'accès, ils sont de 50 €. Donc D'accord. ça Ah, veut dire, je vais acheter une action américaine, un ETF américain, bah, tout de suite, je vais payer 50 € juste pour avoir accès, à cet actif-là, mais c'est juste monstrueux, en fait, parce que quand tu compares par rapport à des courtiers comme DEGIRO ou Interactive Brokers, mais là, tu vois que les tarifs les frais de courtage peuvent être inférieurs à 1 €. Donc là, il y a vraiment une différence qui est assez hallucinante. Donc en fait, les banques en ligne, si on veut, investir, dans un style un petit peu minimaliste, sur quelques titres ou peut-être juste sur le CAC 40, à la limite, ça peut passer, pourquoi pas. Mais si on veut faire quelque chose de plus large et construire un portefeuille un peu plus diversifié, il faut bien quand même bien regarder le détail parce qu'on peut avoir vraiment des très grosses surprises, en termes de tarifs et là, bah, on peut vite rentrer dans du n'importe quoi, hein. Vraiment, concrètement, en termes de tarifs, des fois, c'est juste hallucinant, quoi. D'accord. Donc, en fait, les principales raisons pour lesquelles tu conseilles en fait de passer directement au niveau des courtiers, c'est les banques en ligne, ce n'est pas leur métier de un, c'est-à-dire elles sont des banques, elles ne sont pas des courtiers en bourse. De deux, en fait, elles n'ont pas accès le panel de produits qu'on peut avoir investis en bourse, elles sont plutôt limitées. Et le troisième point, c'est le tarif d'accès, elles sont assez chères, si j'ai bien compris. Donc, ça, c'est Mmh. trois principaux freins d'entrée
qui te conseille, en fait, qui t'amène plutôt à dire que c'est mieux de partir vers les courtiers parce que eux, c'est leur métier, les frais d'accès ne sont pas élevés et ils proposent un panel plus large si on veut diversifier son portefeuille. C'est ça? Ouais, souvent ils vont proposer, des offres qui sont un peu plus complètes et ils seront vu que c'est leur cœur de métier, ils auront des alors on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais ils ont certaines qualités en termes d'accès à des produits, sur différentes places boursières, dans différentes devises que n'ont pas forcément les banques en ligne et aussi, ils peuvent avoir aussi des ordres qui peuvent être exécutés plus rapidement. Alors ça, quand on investit à long terme, ça nous intéresse pas trop, D'accord? mais voilà, c'est globalement, ils sont quand même plus, leur offre globale est quand même supérieure. Ok, très Donc bien. voilà, c'est plus intéressant de se diriger vers eux. Mais pour reprendre une image, bah, les banques en ligne qui proposent des offres de courtage, c'est un peu comme la Poste qui vend des téléphones. Enfin, tu Ah te oui. dis: «Mais le lien, il est où, quoi?» Il est où? Et Oui, je sais pas, imagine que demain tu es malade, tu vas chez ton médecin et tu vois que chez ton médecin, bah, tu as un rayon où tu peux, je sais pas, tu peux acheter des pantalons, des chemises. À côté, il va vendre des téléphones et ouais, non, tu te dire: «Est-ce que j'ai envie de me faire soigner par ce médecin-là? Est-ce qu'il est vraiment sérieux, quoi?» Moi, j'ai c'est envie vrai. d'avoir quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans son domaine et pas quelqu'un qui fait un peu de tout et en général, quand on fait un peu de tout, on fait vraiment, Ah oui, on fait rien. on fait rien sérieusement, quoi. C'est un petit peu le risque. Exactement, très bien. Mais quand on parle justement de cette offre de banque en ligne et tout ça, est-ce que tu peux nous dire, en fait, après on va parler de la fiscalité plus en France. Bon, pour ceux qui ne sont pas en France, peut-être on va essayer d'élargir un peu plus tard, mais par rapport à la France, quels sont les différents supports que quelqu'un peut, voilà, quelle est la personne qui peut, les supports pour investir, les différents types de comptes, qu'est-ce que tu conseilles comme compte à choisir? Je sais qu'il y a les comptes titres, il y a le PEA, il y a tout ça. Bon, qu'est-ce que tu conseilles en termes de support pour pouvoir investir? Ouais, alors en effet, en France, il y a plusieurs types de comptes qui vont permettre d'investir en bourse. Donc il y en a 3 principaux qu'on peut, distinguer. Alors ces types de comptes, on les appelle aussi des enveloppes fiscales. Pourquoi? Alors c'est un nom un peu barbare, enveloppe fiscale, mais ça veut simplement dire qu'il y a une fiscalité différente qui va s'appliquer, sur ces différents comptes. Donc le premier type de compte, c'est le compte titre. Le compte titre, c'est vraiment le type de compte ou l'enveloppe fiscale la plus courante. C'est-à-dire que c'est un type de compte qui est classique. C'est celui qui va donner accès, au plus large choix en termes de produits, d'investissement. Alors à côté de ça, on va avoir le PEA. Donc PEA, ça veut dire plan d'épargne en action et comme son nom l'indique, bah, le PEA, il va donner, accès à des actions et à des ETF d'actions. Ok. Et le troisième, alors on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail après, mais juste pour les signaler dans un premier temps. Donc le troisième, c'est l'assurance vie. Donc Mhm. l'assurance vie, contrairement à ce que son nom indique, c'est pas du tout une assurance, c'est un petit peu trompeur, mais c'est bien un compte d'investissement qui donne accès, alors, qui donne accès à plusieurs types d'ETF différents, ainsi qu'à des SCPI. Les SCPI, c'est de l'investissement, immobilier, non coté. Donc, Ok. il y a quelque chose à savoir avec l'assurance vie, c'est qu'en fait, on peut pas investir sur des actions en direct. Il faut forcément, passer par des ETF. Et on peut aussi signaler que l'assurance vie, donne accès à des produits, qui sont totalement sécurisés, mais qui sont, relativement peu intéressants, c'est les fonds en euros. Je pense on en a souvent entendu parler, si on habite en France. Mais le Mhm. problème des fonds en euros, c'est qu'ils sont OK, ils sont sécurisés, mais le rendement, c'est 1,5 % par an. Donc quand on compare ça à un rendement boursier, c'est un peu peanuts. Donc voilà, ça va pas être des produits qui sont vraiment spécialement intéressants. D'accord. Donc si je résume bien, les trois supports qu'on a pour investir, si aujourd'hui, moi, je vais voir un broker ou quelqu'un ou un courtier, bon, un courtier ou un broker pour, pour prendre des actions, j'ai trois types de produits trois types de comptes que je peux ouvrir avec la fiscalité française. C'est un Mmh. peu le plan d'épargne action, le compte titre et l'assurance vie. Exactement, exactement. Et Et donc l'assurance Et oui? l'assurance vie, c'est ce qui est moins intéressant parce que c'est aussi plus sécurisé, on va dire, parce que normalement, bon, puis le rendement n'est pas élevé, donc voilà, c'est un peu plus sécurisé. On a 1%, tu m'as dit 1,5%, c'est ça, hein? Ouais, alors en fait, sur l'assurance vie, tu as quand même accès à à des ETF, à des ETF et à des SCPI. Donc tu peux quand même investir en bourse et sur de l'immobilier. Donc en termes de rendement, ça peut être, aussi intéressant que le PEA et que le compte titre. C'est juste que l'assurance vie, il y a aussi des fonds en euros qui sont à côté et donc bah, ces fonds en euros, c'est des produits qui sont totalement sécurisés, hein, qui sont alors souvent derrière les fonds en euros, il y a quoi? Il y a des obligations qui sont extrêmement peu risquées
Et donc, l'assureur reverse une partie de ce rendement, enfin, du rendement qu'il touche sur ses obligations sous la forme d'un fonds en euros qui est totalement sécurisé pour l'investisseur, mais qui D'accord. offre un rendement qui est extrêmement faible. Donc l'assurance vie, voilà, c'est pas à jeter, hein, c'est juste que dans l'assurance vie, il y a encore différents types de produits à l'intérieur. Donc il y a les fonds en euros d'un côté qui sont pas spécialement intéressants. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle des unités de compte et les unités de compte, bah, c'est ce qui peut permettre d'investir sur des ETF, sur des SCPI, voilà. Donc on peut, de ce côté-là, l'assurance vie est quand même un produit, intéressant. D'accord, ok. Mais toi, en fait, pour pouvoir investir de façon on va dire intéressante sur du long terme, toi, tu conseilles plus quel type de support, quel type de compte? Ça va dépendre des stratégies, en fait. En fait, il faut se dire que ces 3 types de comptes, ils vont être complémentaires et ils vont pouvoir mieux convenir, selon ce que veut faire. Tout D'accord, simplement, ça va un petit peu dépendre, alors déjà, ils ont pas tous la même fiscalité et on va pas pouvoir investir de la même manière sur ces 3 comptes. Donc, bah, déjà pour revenir rapidement sur la fiscalité, il mhm. faut dire que sur le compte titre, bah, toutes les plus-values qu'on va réaliser et toutes les dividendes qu'on va toucher, elles seront fiscalisées. C'est-à-dire, D'accord, bah, aujourd'hui, tu achètes une action ou un ETF d'action, tu le revends dans un mois, tu as réalisé un gain, bah, tu vas être en fait imposé sur ce gain, même si tu ne retires pas l'argent sur ton compte courant. Même si ça reste sur ton compte titre, tu seras fiscalisé sur cette plus-value. Par contre, d'accord, inversement, si tu achètes une action ou un ETF, que tu vois que ça monte, mais que tu ne revends jamais ton investissement, bah, tant que tu ne revends pas, tu ne seras pas imposé. En fait, on est sur un compte titre, on est imposé sur les plus-values qui sont réalisées et on réalise une plus-value, en fait, quand on vend en actif en réalisant un bénéfice. on impose à quelle hauteur sur les plus-values? C'est quelle hauteur? On impose à combien? Ça va être 30 maximum, hein, c'est la flat tax Macron. Alors soit on peut choisir, le régime, de la flat tax, hein, donc 30 maximum, mais Mhm. parfois ça peut être intéressant de passer par le barème progressif. En fait, c'est D'accord, lié à l'impôt sur le revenu, donc ça dépend de ton taux d'imposition, personnel. Donc si ok, tu as un taux d'imposition qui est inférieur à 30, ça peut être intéressant de rattacher ces revenus-là et voilà, de le rattacher à ton imposition sur le revenu parce que tu seras moins fiscalisé que les 30. d'accord, ok, ok, ça marche. Mais ça sera jamais plus de 30, maximum, dans tous les cas. Ok, la flat tax. D'accord, très bien. Voilà. Ok, Et donc, bah, la différence par rapport au PEA et l'assurance vie, c'est mhm. que sur ces 2 outils-là, lorsqu'on va réaliser une plus-value, donc on va revendre un actif en réalisant un gain, bah, tant qu'on ne retire pas l'argent, soit du PEA, soit de l'assurance vie, en fait, on va jamais être fiscalisé. C'est pour ça qu'on dit que ces produits sont des niches fiscales. C'est-à-dire que toutes les plus-values ne seront pas fiscalisées tant que l'argent reste sur le compte d'investissement. Et en fait, bah, on sera fiscalisé seulement lorsqu'on va retirer l'argent et qu'on va le rapatrier sur nos comptes courants et qu'on pourra en disposer, pour soi. C'est vraiment seulement uniquement à cette étape-là qu'on va être fiscalisé. Mais, du coup, comme on disait, il n'y a pas uniquement la fiscalité qui va distinguer ces 3 types de comptes. Parce que là, si on regarde uniquement la fiscalité, on peut se dire: «Bah, OK, le compte titre, alors si je revends quelque chose et que j'ai réalisé un gain, je vais être fiscalisé». Donc, bah, du coup, pourquoi choisir un compte titre? Parce qu'il y a le PEA et l'assurance vie à côté, ou Mhm. quand je vais revendre mes actifs, bah, je vais pas être fiscalisé si je laisse l'argent, dans le compte. Mhm. Mais le problème, c'est qu'il y a pas que la fiscalité qui va distinguer ces 3 types de comptes. En fait, ces 3 types de comptes, elles vont aussi correspondre à des stratégies un petit peu différentes. Et D'accord, souvent, ce qui se passe, c'est que les investisseurs font l'erreur de choisir leur compte uniquement en se basant sur le critère de la fiscalité. Mais par exemple, on peut se dire que si on veut mettre en place un portefeuille diversifié, donc avec les différents niveaux de diversification qu'on a vu tout à l'heure, donc mhm. les obligations, des actions, les matières premières, bah, Oui, en fait, on ne pourra pas faire ça avec un PEA. Parce que le PEA, plan d'épargne en action, ça permet uniquement d'investir sur des actions. Et d'accord, donc, bah, le PEA, il correspond uniquement à un type de stratégie qui est plutôt agressif. Parce que, bah, les actions, si on a que des actions en portefeuille et que les actions, comme les actions sont assez volatiles, bah, si on a un PEA, notre PEA, il risque, d'être un petit peu secoué, lorsqu'il y a des crises, comme en ce moment. d'accord, ok. Et donc, bah, autre exemple, si on veut investir en direct sur des actions, bah, ça, on ne pourra pas le faire sur une assurance vie. Parce que sur une assurance vie, bah, si on veut acheter, une action LVMH, on ne va pas pouvoir. Par contre, on va pouvoir avoir accès à des ETF qui vont nous permettre d'investir dans le CAC 40 et le CAC 40 va contenir LVMH. Mais il faut savoir que via une assurance vie, c'est pas un compte titre traditionnel où on a accès à un large choix de produits. Mhm. Sur l'assurance vie, ça va être quand même largement restreint et on va seulement avoir accès à quelques produits qui vont être autorisés par l'assureur.
mais ça D'accord. n'empêche qu'on peut quand même tout à fait, investir en bourse. OK. Et donc, dernier cas de figure pour terminer, donc là, si on veut faire des opérations, régulières et revendre souvent ses actifs, bah, Mmh. il vaut mieux éviter de le faire sur un compte titre. Parce que sinon, on va être fiscalisé, sur les plus-values à chaque fois qu'on va réaliser. Donc la fiscalité, elle va très vite devenir un petit peu lourde. Donc si on veut investir en faisant des opérations régulières, donc là, on va plutôt rentrer dans du trading, bah, dans ce cas-là, le PEA sera peut-être plus indiqué. Alors, dans le PEA, on pourra pas tout mettre. Parce que le PEA, c'est une niche fiscale française qui autorise uniquement les actifs qui sont cotés en France et en Europe. Donc si on D'accord. va investir aux États-Unis, ça va être un petit peu plus compliqué de faire rentrer ça dans le PEA. Alors, OK. on va quand même pouvoir, parce qu'il y a quand même des trucs et astuces, mais après voilà, ça va être des détails, c'est peut-être pas hyper intéressant de développer ça, ce soir. On pourra éventuellement y revenir dans la question-réponse, hein, si ça vous intéresse. D'accord. Et voilà, en tout cas, il faut se dire que PEA, compte titre assurance vie, c'est différent, la fiscalité est différente, mais voilà, on peut pas non plus faire la même chose dans ces 3 types d'outils et c'est pour ça qu'il est déjà intéressant en amont, de définir la stratégie qu'on souhaite mettre en place dans un premier temps et ensuite de se demander: «Bah, OK, maintenant que j'ai ma stratégie, bah, sur quel type de compte je vais pouvoir l'appliquer?» Et OK. souvent les investisseurs font l'inverse. Ils vont se dire: «Tiens, je vais ouvrir un PEA parce que c'est une niche fiscale et que c'est intéressant et ensuite, Mmh. bah, avec mon PEA, je vais regarder ce que je peux faire». Mais là, c'est un petit peu prendre des choses à l'envers. D'accord. OK, je comprends. D'accord. Donc en fait, il faut déjà commencer par, définir sa stratégie qui va être liée à sa tolérance au risque, hein, parce qu'après, c'est aussi Ouais, ça qui est mmh, important. Et par en rapport à la partie, stratégie ouais. maintenant, Mmh. il faut maintenant définir, le type de support. Donc, en fait, il faut travailler en amont et le type de support où on va investir dépendra de la stratégie d'investissement qu'on aura définie, quoi. Exactement. Par exemple, si on a une tolérance au risque qui est assez élevée, donc on va se dire qu'on va pouvoir investir, majoritairement, voire à 100 dans des actions, bah, dans ce cas-là, ça peut être très intéressant d'ouvrir un PEA. Si on veut D'accord. Là, construire un portefeuille quand on ouais? parle de PEA, j'ai une question qui a une question en fait qui me demande en fait si mon PEA est en moins-value, est-ce favorable de le fermer même s'il a moins de 5 ans? Non, parce que du coup, la fiscalité la plus intéressante, elle intervient au bout de 5 ans, donc il y a pas forcément intérêt à le fermer, sachant qu'après, tout dépend de la stratégie, mais si on se place d'un point de vue investisseur, en fait, à long terme, ça va monter, donc c'est pas forcément, ça va dépendre de la stratégie de la personne. Là, ça va être un petit peu dur de répondre, mais globalement, le PEA est quand même intéressant, même si, on peut avoir des baisses temporaires, Oui. je dirais pas que ça vaille le coup, enfin, que ce soit une raison suffisante pour le fermer. Après tout va dépendre, de la stratégie. Mais ça me fait penser à une chose qui est très intéressante, c'est Mhm. que s'il y a une année, on réalise des moins-values, bah, ça peut être très intéressant de les reporter au niveau des impôts. De dire, bah, en fait, sur les impôts, on peut déclarer autre chose que des gains. On peut dire: «Bah, tiens, cette année en bourse, moi, j'ai perdu tant» et en fait, ça va permettre que l'année suivante, si on a réalisé des gains, on va pouvoir déduire les pertes de l'année précédente par rapport à nos gains et en fait, ça va nous permettre de réduire l'imposition. D'accord. Donc faut pas hésiter si on termine au 31 décembre avec des pertes, faut pas hésiter à les reporter aux impôts parce qu'on va pouvoir s'en servir sur les années suivantes pour diminuer, notre imposition. Donc c'est intéressant à savoir. D'accord. Donc là, j'ai pas mal de questions qui arrivent déjà. Bon, on va essayer de boucler rapidement. Je voudrais aussi avoir ton avis sur le comportement de la bourse ou le comportement boursier en cette période de Covid là qui s'est passée. On a vu, moi j'ai suivi un peu les courbes qui ont baissé, qui ont remonté, tout ça. Quelle est ton analyse en fait par rapport à tout ça? Est-ce que tu conseilles à quelqu'un aujourd'hui on va dire quoi, d'acheter parce que les actions ont baissé ou d'attendre parce que ça va remonter? Ou qu'est-ce que tu proposes en fait? Là, je parle d'actions, les autres, je n'ai pas regardé, mais quel est ton avis, toi, en tant qu'expert, sur le comportement du marché boursier par rapport à cette période de Covid? Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un de faire? Alors c'est dur de donner des conseils comme ça à une personne que je peux pas connaître, mais parce qu'en fait, un conseil, il peut être bon pour quelqu'un, il peut être mauvais pour une autre personne. Oui, Parce que en fait, ce qui est toujours important quand on investit en bourse, c'est de bien savoir quelle est, sa propre tolérance au risque. On peut dire à quelqu'un: «Tiens, investis à 100 dans des actions», bah, si cette personne, elle est prête à voir son portefeuille, baisser lors des crises de -40 à -50, mhm, si elle est prête à subir ça, et sans qu'elle revende ses lignes en portefeuille, dans ce cas-là, il y a aucun souci. Elle va pouvoir investir uniquement sur des actions à long terme et ça voilà, ça va lui profiter sur le long terme.
Par contre, le même conseil qui serait donné à quelqu'un qui a une tolérance au risque, beaucoup moins élevée, bah, si cette personne, elle tolère pas les baisses de supérieures à 15 ou 20, si on lui dit d'investir à 100 sur des actions, en fait, on sait qu'un jour ou l'autre, son portefeuille, il va largement dépasser sa tolérance au risque. Il va descendre à -40, -50, et à Ouais. -20, la personne, elle va commencer à pas se sentir bien, elle va commencer à avoir peur. Avoir les yeux froides. Voilà, elle va avoir des sueurs froides, elle va avoir du mal à dormir la nuit, elle va s'inquiéter, et en fait, là, on va rentrer dans une zone de risque pour elle. C'est-à-dire que, vu qu'au niveau émotionnel et au niveau psychologique, elle va pas se sentir bien, bah, peut-être qu'à un moment, elle va se dire: «Bah, la meilleure solution pour que je me sente bien, c'est que la bourse, je revende tout et j'en parle plus», et dans ce cas-là, c'est dommage parce que, elle va terminer son aventure sur une perte, son aventure d'investisseur sur une perte. Pourquoi? Uniquement pas à cause de la crise, mais uniquement parce qu'elle aura dépassé sa tolérance au risque. Donc D'accord, très bien. finalement, le risque, il est pas tant, lié aux crises que lié, en fait, à notre propre tolérance au risque, et ça, c'est propre à chacun. Donc du coup, c'est difficile de donner un conseil qui puisse s'appliquer, à tout le monde. C'est même carrément impossible. Mais il faut vraiment avoir cette idée de se dire que si on investit uniquement dans des actions, il faut se dire qu'un jour ou l'autre, notre portefeuille, il va prendre moins 50. Ça, c'est sûr, ça va arriver. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand ça va arriver, mais c'est sûr que ça va arriver un jour ou l'autre. Et donc, si on n'est pas prêt à voir son portefeuille baisser de 50, bah, clairement, il ne faut pas aller sur du 100 action. On va plutôt se diriger vers un portefeuille qui sera plus diversifié et qui pourra avoir d'autres classes d'actifs, donc par exemple des obligations ou des matières premières. Ça, c'est un D'accord. conseil qui va pouvoir s'appliquer de manière plus globale. Mais voilà, après je peux pas dire à une personne en particulier ce qu'il faudrait faire. Mais pour en revenir vraiment sur cette période, en ce moment où il y a le Covid-19, où il y a la crise, Mmh. donc ce qu'on peut dire, c'est que cette crise-là, c'est pas la première. On en a parlé un petit peu, tout à l'heure au début de la présentation. Les crises, elles font partie du jeu quand on investit. Donc ce qui est particulier, et ce qu'on peut dire, ce qui est particulier avec cette crise, c'est que l'économie, du moins une partie de l'économie, elle a été mise à l'arrêt, et donc certains secteurs, ils ont été mis, sous perfusion par les gouvernements pour ne pas sombrer. Donc je pense notamment à l'aérien, au tourisme, à la restauration, Oui. et en termes d'impact, donc on a vu le CAC 40 descendre jusqu'à -35, c'était à la mi-mars. On a vu le SP500 qui est à peu près pareil, descendu entre -30 et -35 également. Mmh. Alors là, depuis, on est en mai, donc depuis lors, les cours, ils ont pas mal remonté, même s'ils sont pas encore, revenus au niveau d'avant-crise. Mais les effets de la crise, on peut se dire qu'ils sont encore toujours à venir. Parce qu'il faut pas oublier que la bourse, elle est toujours liée à l'économie. Et en ce Oui. moment, bah, la crise économique, il y a toujours une crise économique. Il va y avoir des déficits, monstrueux pour les États, et donc il est possible que le marché, il replonge à nouveau. Voilà, donc D'accord. il OK, il faut très bien. il faut toujours se dire que, quoi qu'il en soit, il faut pas oublier qu'on peut pas anticiper l'évolution et la direction des cours. Donc même si la crise elle est pas terminée, bah, peut-être que finalement les cours ils vont pas replonger, et peut-être qu'en termes de bourse, bah, le plus dur est passé. Mais ça, c'est impossible de le savoir. Peut-être que ça peut très bien redescendre encore jusqu'à -50, ou ça peut très bien se stabiliser puis repartir progressivement à la hausse. Mmh. Ça, il faudrait une boule de cristal pour le deviner. Ouais, personne Donc n'a la boule de cristal. c'est pour ça Donc en fait que la d'accord, diversification donc peut être importante. en gros, en fait, si je comprends bien, bah, tu pour essayer de résumer un peu ce qu'on a dit depuis à peu près 1 heure, les points, je pense, les points importants qu'il faut retenir, bon, la bourse, on a compris, c'est que il y a plusieurs types d'actions, plusieurs types des actions. Il y a des bons des États, il y a des matières premières, il y a plusieurs types de supports de produits sur lesquels on peut investir. Et derrière, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir définir sa stratégie avant de faire quoi que ce soit, quoi. Et la stratégie, elle est basée sur la tolérance au risque de chacun et surtout sur l'objectif d'investissement que la personne a, que ce soit du trading ou de l'investissement sur du long terme. Donc, je pense qu'en gros, c'est les grandes lignes, à moins que tu aies d'autres choses un peu plus comment dire. Si quelqu'un doit prendre ce qu'on appelle qu'est-ce qu'il doit prendre à emporter, les 4-5 points qu'il faut qu'il retienne, avant qu'on passe à la question de science-réponse, qu'est-ce que tu lui dirais en plus de ce que j'ai dit il y a quelques minutes? Ouais, je pense que tu as bien résumé. Donc, bah, peut-être la première étape, ça va être de se former pour comprendre un petit peu, comment ça marche, et de voir quels sont les différents types de stratégies possibles. Mhm. On peut aussi essayer d'évaluer soi-même sa tolérance au risque. On peut, par exemple, se poser la question: «Bah, si demain mon portefeuille il chute de 20, comment je réagis?»
Est-ce que je D'accord. panique? Est-ce que j'aurais envie de revendre? Ou est-ce que c'est OK pour moi parce que je sais que la bourse monte à long terme et du coup, je suis prêt à accepter ce type de baisse? Mhm. Et on peut se poser la question pour plusieurs types de baisses, hein. On peut se poser la question pour -20%, on peut se la poser sur -50%, Oui. parce que -50%, on sait que les actions, elles vont chuter à ce niveau-là un jour ou l'autre. Donc après, ça peut jouer forcément, ça va jouer sur la manière dont on va construire notre stratégie. Mhm. Donc il y a la tolérance qui va jouer, mais il y a aussi l'objectif qu'on peut se fixer à long terme. Parce que la tolérance, donc si on n'a pas une grosse tolérance au risque, on va se tourner vers des actifs qui sont plus résistants en période de crise, mais qui vont produire un petit peu moins de performance sur le long terme. Par contre, en termes d'objectifs à long terme, on sait qu'on va avoir un petit peu moins de rendement. D'accord. Tandis que si on a une tolérance au risque plus élevée, bah là, on peut accepter plus de volatilité à court terme, mais on aura une espérance de gain qui sera plus élevée à long terme. Donc D'accord. d'un côté, il y a notre tolérance au risque et de l'autre côté, il y a l'objectif qu'on va viser à long terme. Et donc là, on va regarder, quel rendement on va pouvoir espérer. Sachant que ces rendements-là, il ne faut pas oublier que pour les obtenir, il va falloir passer à travers les crises. Et c'est là où la tolérance au risque est importante. Si bien que je dirais qu'il ne faut pas construire un portefeuille uniquement en fonction des objectifs de rendement qu'on pense pouvoir atteindre, mais le critère le plus important, c'est vraiment la tolérance au risque. Parce que il y a un chiffre qui est très intéressant par rapport à cette crise en 2008. Alors, je parle de cette crise plutôt que la crise actuelle parce qu'on n'a pas encore un recul suffisant sur la crise qui est en ce moment. Mais Mhm. en 2008, avant la crise de 2008, il y avait 7 millions de PEA en France. Et à la fin de la crise de 2008, il y en avait plus que 3,5 millions. C'est-à-dire qu'il y Ah a ouais. comme on peut avoir qu'un seul PEA par personne, ça veut dire qu'il y a 3,5 millions d'investisseurs qui ont clôturé leur PEA. Et s'ils l'ont fait alors qu'on était en période de crise, bah, c'est très probablement parce qu'ils ont observé un niveau de perte qui était supérieur à ce qu'ils pouvaient eux-mêmes tolérer. Accepté, ouais. Mhm. Donc, concrètement, on a eu la moitié des investisseurs sur PEA, paf, ils sont sortis du jeu. Et là, quand on sort du jeu et qu'on quitte la bourse sur une perte, bah, psychologiquement, c'est vraiment très dur d'un jour de se dire: «Ah tiens, je vais revenir en bourse parce que, peut-être que ça peut marcher». Oui. Donc c'est vraiment un point extrêmement important, la tolérance au risque. Et en fait, ce chiffre, sur le nombre de PEA qui a été clôturé, en fait, quelque part, ça représente, toutes les personnes qui n'ont pas respecté leur tolérance au risque. Et celles qui sont restées en bourse, bah, elles ont alors soit elles ont complètement oublié qu'elles avaient un PEA et puis dans ce cas-là, elles étaient peut-être même pas au courant du niveau de baisse. Ouais. Donc peut-être que voilà, peut-être ça peut expliquer qu'elles aient conservé leur PEA, mais je pense qu'il y en a aussi une bonne partie qui savaient ce qu'elles faisaient et pour ces personnes-là, elles ont accepté les règles du jeu à la base qui est que, quand tu as un PEA et que tu as des actions à l'intérieur, il faut s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, tu prennes une claque à -50%. Si Oui. tu es OK avec ça, tu peux avoir un PEA. Et si tu es pas OK avec ça, alors ça veut pas forcément dire qu'il faut pas utiliser le PEA. Tu peux par exemple combiner un PEA qui lui sera plutôt offensif et assez volatile en période de crise. Tu peux Oui. très bien le combiner avec une assurance vie ou avec un compte titre dans lesquels tu vas pouvoir loger, des actifs qui seront des valeurs refuges, donc par exemple des obligations ou de l'or. Et en fait, du coup, tu pourras considérer que globalement, tu as un PEA qui sera très offensif et risqué, mais que tu as aussi d'autres actifs qui vont pouvoir contrebalancer la volatilité du PEA, quand il y a des périodes de crise, qui vont se présenter. D'accord. Très bien, Antonin. Je te remercie pour cet exposé qui a, pour moi, été très constructif, hein, et surtout très, très édifiant. Quand je vois les commentaires qu'on a reçus, c'est vraiment, je te remercie beaucoup. On va passer aux séances de questions. Je vais prendre, il y a certaines questions qu'on a déjà répondues. Et là, je vais prendre la question de Marie-France. Marie-France qui demande en fait, en tant que Français, est-ce qu'il est prudent d'investir dans d'autres pays ou vaut mieux investir en France? Alors, on a tous ce biais-là de se dire qu'on préfère investir dans son pays parce que souvent, c'est des choses qu'on connaît, hein. Si on regarde le CAC 40, on connaît quasiment toutes les entreprises. Il va y avoir Renault, Peugeot, LVMH, Airbus, Total, tout ça, c'est des trucs qu'on connaît et donc on a tous ce biais, psychologique de se dire que si j'investis dans une entreprise que je connais, quelque part, je suis rassuré. Mais Mhm. finalement, quelqu'un qui serait aux Pays-Bas, il pourrait se dire: «Bah non, moi je vais investir dans des entreprises aux Pays-Bas parce que c'est ce que je connais». Mais ça veut pas dire que ce qui est en France, pour lui, serait plus risqué que pour un Français. Donc c'est, en fait, c'est un biais psychologique de se dire: «J'investis dans mon pays parce que je connais». Mais ce biais psychologique, en fait, il nous expose à un risque qui est que, si un jour dans notre pays il y a une crise et une crise qui touche pas forcément, d'autres pays, si on a tous nos investissements en France et que la France subit une crise, on va être pas mal impacté. Oui. Tandis que si on a des investissements dans d'autres pays, ça peut quand même servir à mitiger le risque. Donc si on veut observer les 5 niveaux de diversification, Oui.
Je ça va vois. être intéressant de dépasser les frontières nationales. Très bien, très bien. Ça, c'est merci pour ta réponse. Après, j'ai la question de STIC Congo qui demande en fait, c'est une question qui était revenue avant. À partir de quel montant on peut commencer à investir en bourse? Est-ce qu'il y a un montant minimal? Est-ce que toi, tu conseilles une fourchette de montant? Ou on peut commencer avec, voilà, quel est le montant minimum? Quelle est la fourchette? Je pense que donner un montant va être compliqué, mais quelle est une fourchette de montant qui te semble intéressant pour un débutant pour aller en bourse? Mmh. Ouais, c'est une bonne question, hein, parce qu'il faut tous commencer quelque part. Mais en fait, il y a pas de limite minimum, hein, dans l'absolu. C'est-à-dire que concrètement, il y a des courtiers qui peuvent nous permettre d'ouvrir un compte avec, 0 € dessus. Donc, voilà, on a le droit d'ouvrir un compte et de ne rien mettre dessus. Par contre, voilà, si on veut commencer à investir, bah, si on regarde la valeur de départ des ETF ou la valeur des actions, alors ça va dépendre des entreprises, hein. Il y a des entreprises dont l'action vaut, plus de 1 000 voire 2 000 €, où on Oui, peut compter en dollars aussi. Il y en a d'autres qui vont coter à moins de 1 €, moins de 1 $, donc ça peut être extrêmement divers. oui, Donc dans l'absolu, il y a pas vraiment de limite minimale. On peut vraiment commencer avec 100 €, 100 € ou 200 €. d'accord. Chacun OK. peut faire vraiment avec ses moyens. Par contre, il faut se dire que pour tous les ordres qu'on va passer sur un compte titre ou sur un PEA, il va y avoir des frais de courtage. Donc la question, ça va plus être: est-ce que ça va être utile d'investir 10 € sur une action et de payer 1 € de frais de courtage? Donc parce qu'1 € de frais de courtage, ça va représenter, 10 du montant total de Du l'ordre, ce qui est montant, vraiment ouais, très exactement, important. ouais. Ouais. Donc voilà, s'il faut vraiment fixer une limite, je dirais plutôt entre 100 et 200 €. Ça D'accord, permettrait OK. de réduire un petit peu les frais de courtage par rapport au montant total de l'investissement. Très bien. J'ai une autre question de Amina Zara qui demande en fait quels sont les autres courtiers que tu peux conseiller. Elle dit qu'elle utilise FXCM, mais qu'elle aimerait texter GKFX. Je ne sais pas si tu connais ces deux courtiers-là. Et quel est ton avis sur ces deux places, ces deux courtiers? Alors le second, je connais pas. Le premier, par son nom, on peut dire que c'est un courtier forex parce que tous ceux qui commencent par FX, souvent, c'est l'abréviation de forex. Forex, c'est D'accord. quoi? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est le marché des devises. Donc, Mhm. c'est, forex, ça veut dire foreign exchange. Mhm. Donc, c'est la bourse des devises, hein. C'est-à-dire qu'on peut acheter des monnaies. Donc, on peut acheter du dollar contre de l'euro, du yen contre du dollar canadien ou australien. Enfin voilà, on peut acheter un peu tout. Et là, c'est un marché assez particulier par rapport au marché boursier parce que le forex, il est coté en permanence. C'est-à-dire que le dimanche, le week-end, la nuit, c'est toujours ouvert, c'est toujours ouvert. Donc déjà, il faut dire que quand on investit là-dedans, on est sur un marché, qui d'une part est toujours ouvert, donc il y a jamais de moment de repos. Et c'est un marché qui est très volatile. Pourquoi? Parce que les devises, c'est quoi? C'est l'outil économique des pays. Et en fait, ce qui va faire varier les devises, c'est pas seulement, l'offre et la demande par rapport aux gens qui achètent et les gens qui vendent. Oui, Ça va être aussi être impacté par la géopolitique et donc par les relations entre États, par les relations commerciales, économiques. S'il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, comme ça a été le cas récemment, bah, ça mhm, peut faire varier le cours des devises. Donc tout de suite, on va être sur un marché qui sera beaucoup plus volatile que le marché des actions. Et en plus, bah, on peut dire concrètement que c'est un marché qui est uniquement spéculatif. Pourquoi? d'accord. Parce que, bah, ici on utilise l'euro, mais si on achète du dollar, nos dollars, ils vont pas produire de richesse. Enfin, c'est pas un actif en soi, le dollar. Alors je Mhm, dis pas que c'est pas intéressant d'en détenir, mais il faut se dire que si on a des dollars, en portefeuille, ils vont pas produire d'autres dollars. Contrairement à une action, parce que les actions prennent de la valeur au cours du temps, parce que oui, derrière, il y a une entreprise qui produit des biens et des services. Et de la même d'accord. manière qu'une obligation va prendre de la valeur aussi, parce qu'elle va verser un intérêt et que proche de sa maturité, elle va valoir beaucoup plus qu'au début. Mais en fait, les devises, c'est un peu comme les matières premières. Mhm, Ça peut être des valeurs refuges dans certains cas, mais ça va oui, pas être des outils qui vont nous permettre de c'est pas des outils qui sont créateurs de richesse. Et d'accord. et une fois qu'on a dit ça, ben, on se place du point de vue de la spéculation et voilà, faut se dire qu'on rentre dans le cadre, de la spéculation et qu'on est moins du côté de l'investisseur. Ok, très bien, ça marche. Après, j'ai une autre question de Quags qui me dit en fait, donc si depuis la crise des obligations sur lesquelles on a investi a pris 20%, il est peut-être préférable de jouer la sécurité en vendant.
Alors ça correspond un petit peu à des logiques, d'équilibrage de portefeuille. Parce qu'effectivement, si on regarde l'évolution des obligations pendant la crise, alors je pense notamment, aux obligations d'État, parce que, Mhm. juste pour dire un petit mot sur les obligations d'entreprise, heu, quand on achète une obligation, derrière, il faut voir qui a émis l'obligation. Parce que si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, mais que ce quelqu'un ne peut pas te le rembourser, bah, tout de suite Ah, l'obligation, ça peut pas être une valeur refuge parce que ton ton prêt, il est extrêmement risqué. Et dans le cas des entreprises, bah, s'il y a une entreprise qui émet des obligations et qu'on achète ces obligations-là, bah, les entreprises, on sait qu'en temps de crise économique, elles vont souffrir et mhm. donc la possibilité qu'on soit remboursé, bah, il peut y avoir une incertitude. Oui. Tandis que et là, il y a une grosse différence par rapport aux obligations d'État. Parce que les obligations d'État, derrière, c'est pas une entreprise, c'est un État. Et un État, bah, techniquement, il peut imprimer de la monnaie. Et quand on peut imprimer de la monnaie, ben, tout de suite, c'est beaucoup plus dur de faire faillite. Donc le la différence entre, obligation d'État et d'entreprise, elle est beaucoup plus importante que finalement entre une action et une obligation d'entreprise. Parce que autant l'action que l'obligation d'entreprise vont être affectées par la santé de l'économie. Alors pour D'accord. revenir un peu sur la question, oui, alors on voit que les obligations d'État, alors en Europe, elles sont restées, relativement stables, hein, pendant la crise. Elles ont un Mhm. petit peu chuté, mais comme elles avaient monté depuis janvier, finalement, quand on regarde la performance depuis janvier, c'est assez neutre, hein, il y a même une très légère performance. Donc voilà, ça montre bien le rôle refuge des obligations et si on regarde les obligations américaines, bah là, on voit carrément qu'il y a une progression. Alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 20 ou un peu plus par rapport à début janvier. Oui. Donc concrètement, voilà, on peut se dire que quand on dit que la bourse s'effondre, bah, les actions s'effondrent peut-être, mais il y a des actifs qui sont cotés en bourse qui ont été en pleine progression pendant la crise du coronavirus et c'est les obligations, américaines en font partie et donc D'accord. heu et donc ouais, pour répondre à la question parce que j'ai j'ai tendance un petit peu à m'égarer, mais Oui, oui, vas-y. si les obligations ont monté, que les actions ont baissé et qu'on a les 2 en portefeuille, bah, on peut se dire, bah, OK, les actions ont vachement baissé, j'en ai beaucoup moins en portefeuille que ce que j'avais avant la crise et vu que les obligations ont monté, bah, finalement, la proportion d'obligations dans mon portefeuille, elle est beaucoup plus large que ce que c'était avant la crise et Mhm. donc, bah, le rééquilibrage, ça consiste à se dire: «Bah, je revends une partie de mes obligations qui ont monté et je rachète à la place des actions qui, elles, ont baissé» et en fait, D'accord. ça permet de faire quoi? Bah, on sait que quand les actions baissent, en fait, ça augmente leur portefeuille de ça pardon, ça augmente leur potentiel de croissance à long terme et Mhm. inversement, quand les obligations, elles montent énormément, bah, leur potentiel de croissance, il s'épuise et ça il y a rien qui monte jusqu'au ciel et inversement pour les actions, ça peut pas dépasser un certain niveau plancher. Donc du coup, plus les actions baissent, plus on peut se dire que leur potentiel de croissance, il sera important parce qu'à long terme, elles vont monter. Donc le fait de revendre des obligations pour acheter des actions, en fait, on se prémunit contre l'inversion de la situation. C'est-à-dire, si les obligations montaient, on peut se dire qu'à un moment donné, elles vont finir par rebaisser. Donc si on D'accord. diminue la part des obligations qu'on a en portefeuille, on sera moins exposé à la future, baisse des obligations et D'accord. inversement, si on a plus d'actions en portefeuille, donc la crise arrive, nos actions baissent, donc en proportion dans notre portefeuille, on a moins d'actions que ce qu'on avait à la base. Bah, si on rachète des actions pour ramener cette proportion à notre niveau de départ, bah, quand les actions repartiront à la hausse, on sera beaucoup plus exposé à la hausse future des actions. Donc effectivement, c'est une bonne question. Le rééquilibrage est vraiment très intéressant pour profiter justement des fluctuations des différents actifs. D'accord. Donc, la personne qui a posé la question, il peut, vu que les obligations ont monté et les actions ont baissé, il peut vendre une partie pour équilibrer son portefeuille, pour se Mmh. prémunir de l'inversion de situation dans le futur. Ça, tu appelles ça l'équilibrage, hein? C'est de Oui, l'équilibrage. on parle d'équilibrer son portefeuille bah, c'est pas que pour les particuliers, hein. Il faut se dire qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui font exactement la même chose. Donc c'est pas la stratégie de monsieur tout le monde du dimanche, hein. C'est vraiment, les plus grands hedge fonds de monde, c'est des choses qu'ils pratiquent. Donc, voilà, D'accord. c'est un outil qui est très simple. Enfin, c'est simple à comprendre et à mettre en place, mais c'est extrêmement, intéressant et bénéfique, pour maintenir un portefeuille et qui a une évolution constante, sur le long terme. D'accord. Et là, en fait, bon, j'ai vu une question de Stick Congo encore qui demande comment accéder à la bourse. Faut-il obligatoirement passer par un coursier? Je pense que oui, hein? Par un courtier, oui, oui, il faut passer par un courtier. Oui. En fait, le courtier, c'est l'intermédiaire qui va nous donner accès, par exemple, au marché des actions. Parce D'accord. que, si,
Si tu vas acheter des actions d'une entreprise, bah, tu vas pas aller toquer à la porte de l'entreprise pour dire, «OK, je veux acheter des actions, combien c'est? Donnez-les-moi». Il faut Voilà, passer par il quelqu'un faut qui les passer vend. par il faut passer par une place boursière parce que c'est la bourse, c'est quelque chose, il y a une régulation derrière tout ça. C'est pas le marché, du dimanche matin sur la place du village. Il y a des régulateurs qui sont derrière tout ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est un marché qui est extrêmement bien cadré et régulé. D'ailleurs beaucoup plus que le forex où c'est un peu plus la jungle. Mais le Oui. marché des actions ou des obligations, c'est extrêmement cadré et du coup, oui, c'est l'intermédiaire par lequel, on doit passer pour acheter des actifs. Donc après, donc là, bon, je pense qu'on a terminé les questions, mais par contre, moi, j'avais d'autres questions pour la communauté aussi. C'est quelqu'un qui est en Afrique, il n'y a pas de barrière. S'il veut peut-être investir acheter des actions sur un courtier qui est peut-être, je ne sais pas, en Angleterre ou aux États-Unis, il peut créer son compte facilement et il faut juste qu'il ramène des devises dessus pour pouvoir aller sur le marché. Il n'y a pas de restriction géographique. C'est-à-dire quelqu'un qui Alors vit ça au Congo, qui vit au Cameroun, qui vit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il peut créer son compte sur le site d'un courtier et après il ramène des devises et après il va acheter, voilà, il commence à faire son marché. Ou est-ce que tu penses qu'il y a des restrictions dans ce sens? oui, alors en fait, ça va dépendre des courtiers. Il y a certains courtiers qui vont autoriser, enfin une ouverture de compte seulement dans certains pays. Donc ça, c'est des courtiers qui sont un petit peu régionaux, hein, par exemple comme DEGIRO ou comme Bourse Direct en France. Voilà, D'accord. il faut être en France ou en Europe pour ouvrir un compte et même les Américains, ils pourraient pas. Mais Mhm, là, dans le cas de l'Afrique, alors je suis pas spécialiste sur l'investissement depuis l'Afrique, donc je connais mhm, pas bien les courtiers qui sont localisés en Afrique. Mais par mhm. contre, je sais qu'il y a des courtiers internationaux qui, eux, autorisent l'ouverture d'un compte depuis quasiment, tous les pays dans le monde. Donc là, la D'accord. question de la localisation géographique avec les courtiers internationaux, finalement, elle se pose pas. OK. Et bah, si on prend, l'exemple, d'un des courtiers les plus connus au monde qui est Interactive Brokers, c'est aussi le courtier qui est considéré comme le plus solide. Bah, lui, concrètement, on sait qu'on peut ouvrir un compte depuis la plupart des pays africains. Mhm. D'ailleurs, oui, il y a aussi un autre courtier qui est Lynx en Europe. Alors Lynx, c'est la même chose qu'Interactive Brokers, mais c'est fait pour les Européens, mais on peut aussi ouvrir un compte, avec depuis l'Afrique. Donc D'accord. finalement, ça va dépendre des courtiers, mais dans l'absolu, c'est possible et sachant qu'il y a aussi, probablement des courtiers africains qui permettent d'investir. Mais, voilà, là, ma connaissance, voilà, c'est un peu plus limitée, dans ce domaine. Il y a Interactive Brokers et l'autre, tu m'as dit c'est quoi le nom de l'autre? C'est Link, c'est ça? Ouais, c'est Lynx, mais concrètement, Lynx, c'est Interactive Brokers, hein. Lynx, c'est juste un apporteur d'affaires qui utilise les services d'Interactive Brokers. D'accord. Interactive Brokers, c'est un courtier international, mais qui est basé aux États-Unis et du coup, en Europe, il y a la plateforme Lynx qui existe, qui permet d'accéder à Interactive Brokers en ayant un support en français. Il y aura quelque chose qui est un peu plus convivial quand on se situe en Europe. Mais concrètement, c'est exactement la même structure. D'accord, super. Et par contre, on peut aussi inverser la question et se dire, bah, la question c'était, bah, comment investir depuis l'Afrique? Mais on peut aussi se poser la question, bah, comment investir en Afrique depuis l'Europe? Voilà, donc si on se pose cette question, Bah, bah, il ça, y a c'est une des bonne question. ouais, donc il y a des ETF qui en fait, qui permettent d'investir à peu près dans toutes les zones, géographiques du monde. Donc si on veut investir en Amérique du Sud, en Océanie, au Moyen-Orient, en Russie et en Afrique, on peut. Oui, Il y a des ETF spécifiques qui permettent de faire ça, donc c'est des ETF, qui sont, heu, qui sont sur des zones, régionales oui. et donc bah, si je prends l'exemple de l'Afrique, puisque toi tu es Mhm, spécialisé sur ce continent, donc oui, pour citer l'exemple d'un ETF, donc il y a le Lyxor Pan-Africa qui permet, d'investir sur le marché africain des actions. Alors je oui, précise tout de suite, hein, c'est pas un conseil d'achat, hein, j'ai juste cité à titre informatif. D'ailleurs, il y a aussi d'autres ETF, hein, c'est pas le seul. Il y a aussi oui. d'autres ETF qui permettent d'investir en Afrique et voilà, c'est aussi possible de faire l'inverse et d'investir en Afrique, depuis l'Europe ou même depuis d'autres continents. Très bien, bah, c'est parfait. Bah, je pense qu'on n'a plus de questions. Donc, ce qu'on va, là, on va voir les étapes qui suivent, en fait, hein. Je pense pour ceux qui sont plus intéressés, qui veulent aller plus loin. Donc, Antonin, je vais te laisser présenter comment est-ce que ça peut se passer, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter, comment est-ce qu'on peut avancer. Donc, je te laisse dire ça. Ouais, OK. Bah, en fait, si vous voulez aller plus loin, je propose habituellement un appel de 45 minutes qui est gratuit avec moi et en fait, l'idée de cet appel, c'est un peu d'évoquer, votre situation, vos objectifs, votre profil et pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'il est possible de faire et donc bah, ceux qui voudront aller plus loin et que je les accompagne, dans la mise en place de leur portefeuille,
Alors on a mis en place quelque chose, avec Franck. En fait, on a mis en place un code de réduction pour toutes les personnes qui auront assisté à ce webinaire. C'est Donc ça. du coup, si vous réservez un appel gratuit avec moi, bah, dans tous les cas, cet appel-là, il est gratuit, donc bah, si vous voulez réserver, il y a aucun souci. Mais par contre, si vous voulez ensuite aller un petit peu plus loin et que vous voulez que nous travaillions, ensemble pour mettre en place votre portefeuille, donc bah, pour vous remercier de votre présence ce soir et aussi, bah, pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout, vous pourrez donc bénéficier, donc on s'est mis d'accord avec Franck pour que vous puissiez bénéficier de 20 de réduction. Très bien. Donc ce qu'on va faire, Je c'est qu'on va mettrai les liens, je mettrai les liens dans la vidéo sur la chaîne. Donc, pour tous ceux qui souhaiteront aller plus loin avec Antonin, ils pourront le contacter et je mettrai aussi le code qui donnera accès aux 20% de réduction pour la phase accompagnement. Et comme il a bien dit, il y a deux phases. Il y a d'abord une phase qui est gratuite, hein, un appel découverte de 45 minutes où vous allez étudier ton profil et voir comment est-ce que tu peux investir et tu décides de passer à la phase qui est après, tu bénéficieras de 20% de réduction avec un code qui sera en descriptif de la vidéo quand je mettrai sur la chaîne. voilà, donc en Donc, fait, il y a 2 étapes, hein. Dans tous les cas, on peut avoir un appel gratuit ensemble pour voir un petit peu ce qu'il est possible de mettre en place ou même pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur la manière dont vous pouvez investir. Et ensuite, bah, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, je pourrais vous faire une proposition pour qu'on travaille ensemble et dans ce cas-là, bah, le code, on peut le dire, hein, c'est Afrique 20. Afrique Donc 20, c'est ça. Ouais. le lien qu'on va vous donner, donc en fait, c'est un formulaire où vous pourrez choisir, le la date et l'heure qui vous convient le mieux pour avoir cet appel gratuit, avec moi. Et donc du coup, il suffira simplement à côté de votre prénom d'écrire Afrique 20. Donc par exemple, si vous appelez Jean, vous pourrez écrire, Jean Afrique 20. En fait, de cette manière, on va pouvoir savoir avec Franck que vous êtes venu, par le biais de cette conférence ou du replay pour les gens qui regarderont la rediffusion Sur la et chaîne. voilà. Et donc on saura que OK, vous pourrez très bénéficier de. bien. Donc je ne sais pas si on peut mettre directement le lien dans le Oui, chat. tu peux m'envoyer le lien, je vais le mettre en commentaire, hein. Tu peux m'envoyer le lien ou tu as accès au lien. Voilà, donc j'ai envoyé le lien dans le chat. Je ne sais pas si tout le monde peut le voir, mais je pense que toi au moins, Franck, tu dois pouvoir le Oui, je l'ai voir. vu. Je vais mettre le lien là. Voilà, très bien. Voilà le lien. Copier. Je vais mettre ici. Voilà, voilà le lien. Donc, il y a une dernière question là, mais on va la prendre rapidement. De Hugues qui demande si c'est un paiement au forfait ou success fees. Bon, je ne sais pas ce qu'il entend par là, mais Ouais, je pense paiement que au forfait ou success fees, ça veut dire, ouais. à mon avis, je pense que ça veut dire en pourcentage de gain. C'est vrai qu'il y a des fonds d'investissement qui investissent pour des particuliers et en fait, ils prélèvent un gain en fonction de la performance. Bon, moi, je suis pas du tout là-dessus. En fait, moi, je travaille pour qu'on puisse mettre ensemble en place un portefeuille. Et D'accord? la prestation, elle se situe à ce niveau. Ensuite, vous êtes totalement libre et autonome pour investir. Donc voilà, la prestation, elle intervient uniquement sur la mise en place du portefeuille et pas sur les gains, que vous allez générer, sur les prochains mois et les prochaines années. Exact. Donc, comment dire, c'est en fait, tu les formes pour qu'ils soient autonomes, en fait, hein. Donc, tu les envoies vers l'autonomie pour qu'ils n'aient plus besoin vraiment de toi par la suite, quoi. Je pense que c'est mieux comme ça. Ouais, c'est une prestation d'accompagnement pour la mise en place d'un portefeuille d'investissement. Donc D'accord. on travaille ensemble pour mettre en place concrètement, ce portefeuille. Donc Oui. bah, en faisant en sorte qu'il soit adapté, bien sûr, à la personne, hein. C'est l'objectif, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à la tolérance au risque. L'idée, c'est vraiment d'être en cohérence, d'avoir un portefeuille qui soit en cohérence avec ça Oui. et à partir de là, bah, une fois que le portefeuille est en place, mon rôle s'arrête et puis la personne est libre de suivre la stratégie définie, aussi longtemps qu'elle le souhaite et elle est 100 autonome pour gérer son portefeuille. Très bien. Ben, c'est parfait. Donc, je pense qu'on a tout dit, à moins qu'il y ait une dernière question pour la route. Alors je viens de commencer à regarder dans le chat aussi. J'ai vu qu'il y avait une question, alors je crois pas qu'on y ait répondu. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité plus attractifs que d'autres? Oui, Alors c'est je sais vrai. pas si tu veux qu'on prenne cette question? Donc on peut peut-être y répondre. Donc Là, français là, en est-ce qu'il y a plus en fait, attractif? effectivement, quand on regarde un marché global, il se divise en différents secteurs d'activité.
et ils vont pas tous avoir la même performance en même temps. Alors après, est-ce qu'il y en a qui sont plus attractifs que d'autres dans l'absolu? Je dirais que non. Par contre, ils vont tous avoir des phases différentes. Donc il y en a qui vont bien se porter dans certaines phases de marché. Alors c'est lié à l'économie, hein, toujours, hein. Par exemple, en ce moment, bah, les secteurs du tourisme, les secteurs aériens, ils sont particulièrement touchés, par la crise du covid, donc ils se portent beaucoup plus mal que tous les autres secteurs. Même si globalement tous les secteurs ont chuté pendant cette crise actuelle, il y a des secteurs qui ont beaucoup plus chuté que d'autres et au contraire, il y en a qui ont beaucoup mieux résisté. Quand on voit par exemple le secteur des nouvelles technologies, bah, vu que les nouvelles technologies, voilà, c'est un petit peu immatériel ou alors ça va être des compagnies comme Amazon. Donc c'est le type d'entreprise qui est vraiment peu touchée par la crise et donc si Oui. on regarde uniquement le secteur des entreprises technologiques, on voit que depuis janvier, il y a quand même une progression, assez correcte, tandis Mhm. qu'il y a des secteurs qui sont en pleine déconfiture. Donc D'accord. l'idée, c'est Ça pas dépend forcément de aussi. se dire: «Tiens, quel secteur va être le plus intéressant?» Là, tout de suite, si on essaie d'aller toujours plus finement dans l'investissement, on va rentrer dans du pari. C'est un petit peu comme si, tu souhaites investir sur un seul titre, bah, Mhm. du coup, tu fais un pari. On en revient à ce qu'on disait au début, on est plus du côté, dans ce cas-là, du trader et du spéculateur et donc si on se focalise sur un secteur d'activité en particulier, bah, Oui. alors, on va être un petit peu plus diversifié que si on investissait sur un seul titre, mais ça reste du pari. Alors pourquoi? Parce que, bah, qu'est-ce qui nous dit que sur les 10 prochaines années, le secteur de l'énergie, va mieux fonctionner que le secteur de la santé? En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, bah, plus on va avoir un investissement qui est fin et qui est peu diversifié, plus on va rentrer dans la logique du trading, de la spéculation, du pari et plus on va prendre du recul et investir dans un marché qui va englober, indifféremment, les différents secteurs, bah, moins on va faire de paris, moins on sera dans la spéculation et plus on sera dans l'investissement. D'accord, très bien, très bien. Très bien, donc c'est parfait. Je pense que c'est la dernière question. Là, j'ai un autre qui arrive. Espoir, Tadek, qui demande de faire un petit résumé du live. Bon, on en a déjà fait un, mais bon, je pense qu'on va faire un rapide hein, pour parler un peu du live qu'on a fait. Donc, on a eu environ 1 heure d'exposé de la part d'Antonin qui a présenté les différentes stratégies pour pouvoir, et a présenté la bourse, les stratégies qu'il faut appliquer pour aller en bourse, comment ça fonctionne généralement pour celui qui ne connaît pas et qui veut commencer. Donc, il a présenté tout ça et un petit résumé en fait. Hein. C'est qu'avant de passer à une phase quelconque en bourse, il faut déjà se former, il faut connaître sa stratégie, il faut définir sa stratégie d'accès en bourse, il faut connaître sa tolérance au risque pour pouvoir savoir quelle est la stratégie qu'on va appliquer. Et, euh, et il faut aussi éviter les produits qu'on ne connaît pas, hein, c'est ce que j'ai aussi compris, éviter qu'on ne connaît pas. Et la bourse a plusieurs supports, hein, donc il y a les actions, il y a les obligations, il y a les matières premières, il y a les devises. En fait, il y a plusieurs supports qu'on peut prendre en bourse. Et derrière aussi, il faut essayer de passer directement par les courtiers, éviter les banques en ligne, parce qu'en termes de frais d'accès, c'est assez cher et elles n'ont pas possibilité d'avoir tous les produits accessibles pour faire son portefeuille. Après, il y a aussi des niveaux de diversification. Bon, je pense il y a tellement de choses qui ont été dites. Hein. Je ne peux pas tout dire en quelques minutes. Bon, je Oui, pense que peut-être c'est entre mieux pour toi, Espoir. J'ai mis un lien pour réserver un appel avec Antonin. Donc, si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu peux prendre ce lien-là et tu peux prendre un rendez-vous avec Antonin. C'est 45 minutes gratuit. Hein. Donc, tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Il pourra t'aider plus à comprendre comment ça fonctionne la bourse et à t'aider à peut-être mettre en place déjà une première stratégie d'investissement. Pareil pour Serge Moulendé qui vient de nous rejoindre aussi, dont le lien est dans le chat. Donc après, il y a Jeffrey hein, qui vient poser une question. Bon, le terme pour investissement au moins d'une année, bon, c'est ce qu'on a dit, ça dépend de la stratégie de chacun. Donc je pense que ce qui est mieux, Jeffrey, c'est de prendre un rendez-vous avec Antonin et pour poser tes questions un peu plus détaillées. Parce que c'est vrai qu'en termes, le terme, ça dépend de ta stratégie en fait. Hein. Si tu veux faire du trading, le terme peut être moyen ou court. Tu peux pouvoir acheter et vendre en une journée, 2 journées, une semaine. Mais si tu veux faire des investissements, tu peux aller plus loin. Quoi. Donc, tout dépend de ta stratégie, de ce que tu souhaites mettre en place. voilà et du Donc, coup,
juste pour préciser, Franck, voilà, du coup, moi, ce que je propose, ça rentre quand même plus dans le cadre de l'investissement que de la spéculation. Parce qu'on a vu au début de la conférence qu'il y avait vraiment 2 approches différentes de la bourse. Moi, clairement, je suis vraiment orienté du point de vue L'investissement. investissement et voilà, si on a des personnes qui souhaitent faire du trading, voilà, il y a d'autres, je pense qu'elles Il y a d'autres supports. arriveront à trouver d'autres supports sur Très bien. internet. Mais en tout cas, pour l'investissement, je serais ravi de vous avoir au téléphone pour qu'on puisse voir ensemble ce que vous pouvez faire. Super, bah, c'est clair. Je pense que c'était bien de préciser ça. Donc, moi aussi, je pense que l'investissement, c'est ce qui est le plus intéressant parce que c'est ce que moi, je fais et que je vais faire avec toi plus en détail. Donc, allez-y, prenez le lien, Serge Moulende, il est dans les commentaires. Et je le mettrai aussi dans la vidéo. Dès demain, la vidéo sera sur la chaîne YouTube, pour ceux qui veulent voir le replay. Et ils pourront voir tous les liens et revoir ce qu'on a discuté ce soir avec Antonin. Merci à tous, hein, à ceux qui sont connectés. Et ceux qui n'étaient pas là, ben, ils pourront vous passer les messages. Et dès demain, ils pourront voir la vidéo sur la chaîne. Donc, merci à toi, Antonin, pour ta disponibilité et surtout pour tes explications qui étaient très claires, hein. J'espère que tout le monde a été édifié. Bah, c'est Et avec plaisir et merci à toi, Franck, pour ton invitation. ça marche. Ok, à très bientôt alors, hein. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.